avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode un peu spécial puisqu'il s'agit de la rediffusion d'une table ronde à laquelle j'ai eu l'honneur de participer le 11 mars 2023 lors du Pop Women Festival à Reims. Alors autour de la table, je serai là, ok d'accord, mais il y aura surtout des femmes incroyables, engagées, passionnantes, qui vont se présenter. Donc je vais juste me permettre de donner leur nom par ordre de prise de parole. Il y a Marianne Niosi qui va être la modératrice et l'animatrice de cette table ronde, Aurélia Blanc, Audrey Chénu, Marie Barbotin et Justine Arré. Je ne vous en dis pas plus puisqu'elles vont se présenter et que je vous invite à les écouter avec attention. Je remercie le Pop Women Festival pour son invitation et pour cet échange très intéressant pour cette table ronde qui s'appelle « Pour une autorisation à être » dans laquelle nous avons notamment parlé d'éducation non genrée. Je vous souhaite une très bonne écoute. Vous l'avez lu comme moi, en fait, la description de cette table ronde ouvre en fait sur tout un tas de questionnements autour de la question de l'égalité, mais en posant plusieurs termes, une éducation non sexiste, une éducation féministe, une éducation non genrée, et on va discuter de tout ça avec nos différentes et différents intervenants. Comment on va procéder d'abord? Petite question de cadre. On se disait que ça serait vraiment chouette d'avoir un maximum de temps d'interaction avec vous. Donc, ce qu'on proposait, c'était dans un premier temps peut-être de lancer chaque intervenante sur ce qui l'a amené à travailler ces sujets-là et ses dadas particuliers. Et puis, par la suite, vraiment, on peut directement aller sur des questions et une interaction. En plus, on peut se dire qu'on est dans une salle suffisamment chaleureuse pour qu'on puisse directement aller à se passer le micro et à discuter tout ensemble une fois que vous aurez un peu entendu ce qui anime chaque personne qui est là. Dans un premier temps, je vais me présenter moi. Donc, je suis Marianne Niosi, je suis militante associative féministe depuis un petit bout de temps déjà. J'ai commencé déjà en étant québécoise, ce qui m'a donné une petite longueur d'avance sur ces questions-là. Et puis ensuite, lors de la naissance de mes enfants, je me suis impliquée dans une association qui visait à mettre en place des maisons de naissance en France et plus largement à questionner la question de la naissance. Et dans mon engagement, il y a vraiment eu la question d'inscrire en fait cette réflexion-là dans une réflexion féministe, ce qu'on a fait notamment avec Marie. Et puis par la suite, j'ai continué en fait ce travail dans un travail d'accompagnement des parents et d'accompagnement des femmes et des personnes sur les questions de contraception, d'avortement, d'éducation à la sexualité. D'où le fait que je sois là aujourd'hui pour animer ce temps. La question de l'éducation à être, de l'éducation non sexiste, c'est une question qui traverse vraiment toute la société et tous les âges. Donc, on va en parler vraiment de façon très large. Peut-être pour vous dire, moi, de mon expérience en fait de militante, il y a quand même une loi en France qui dit que tous les enfants scolarisés doivent avoir 3 heures d'éducation à la sexualité par an, qui n'est pas du tout respectée, du tout. En gros, on entend à peu près, s'il y a eu éducation à la sexualité, une séance autour de l'âge de la puberté, 2, 3 peut-être, et puis des trucs extrêmement hétérocentrés, extrêmement vraiment axés sur le fait, en gros, d'éviter une grossesse précoce, ce qui est vraiment, ou d'éviter d'attraper une maladie, ce qui est quand même vraiment trop basique, à notre avis, à toutes et à tous. Voilà, donc je vais déjà commencer peut-être par interroger chacune de nos intervenantes sur un point en fait qui les a amenées à s'intéresser à ces questions et puis les laisser se présenter avec quelques petits éléments biographiques avant. Donc je vous disais que moi j'ai eu un déclic autour de la question de la parentalité et du féminisme avec mes propres enfants. Et Aurélia, je voulais te lancer sur ce sujet-là. Donc tu es journaliste notamment chez Cosette et tu as publié 2 livres sur la parentalité et le féminisme, un livre sur l'éducation des garçons particulièrement, et puis un livre sur le fait d'être une mère féministe. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment déjà ton journalisme qui était déjà engagé s'est tourné vers les questions de parentalité? Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Donc moi je suis journaliste depuis un peu plus de 10 ans dans la presse écrite et ça fait 7 ans que je travaille pour le magazine Cosette qui est donc un mensuel féministe. Donc je
Je m'intéresse à ces questions d'éducation à l'égalité, de droits des femmes, de féminisme au pluriel plus largement dans mon cadre professionnel. Par ailleurs, je suis moi-même féministe depuis pas mal d'années sans être réellement militante. Et puis, effectivement, ça a pris une dimension nouvelle il y a quelques années. J'ai eu un premier enfant il y a bientôt 6 ans, en 2017. Il s'est avéré que cet enfant très attendu était un petit garçon et ça a suscité chez moi beaucoup de questions parce que tout simplement j'avais l'impression d'être démunie. Je ne savais pas comment en tant que mère féministe je pouvais envisager une éducation féministe à l'adresse d'un garçon, c'est-à-dire que un peu naïvement, pour tout un tas de raisons à la fois personnelles notamment, je m'étais plutôt projetée avec le fait d'avoir une fille et ça me semblait relativement évident de penser une éducation féministe et antisexiste en élevant une petite fille. Et je trouvais que ça posait d'autres questions pour ce qui était d'élever un petit garçon. Donc à l'époque, on était en 2016-2017, avant le mouvement MeToo, ce qui a quand même son importance. J'avais cherché, voilà, comme on peut tous être amenés à le faire sur Google notamment, j'ai tapé mes petites questions, comment éduquer un garçon féministe, avec en arrière-plan cette idée que c'était sans doute pas si simple, parce que ça fait quand même pas mal de générations qu'il y a des parents attentifs à ces questions, qu'il y a des mères féministes notamment qui élèvent des enfants et des garçons, et on voit bien qu'on a encore quand même beaucoup de problématiques et de violences sexistes et sexuelles dans notre société. Donc manifestement, voilà, c'est pas si simple. Et comme à l'époque, j'ai pas trouvé grand-chose. C'est-à-dire que tout ce qui parlait d'éducation à l'égalité, ça s'adressait soit aux filles, soit aux parents de filles, comme si c'était finalement seulement du côté des filles qu'il fallait travailler ces questions, et comme si du côté des garçons, il n'y avait rien à interroger. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais en fait, c'est pas surprenant. Et donc, du coup, j'ai décidé d'interroger cette question en faisant ce que je sais faire, c'est-à-dire que moi je suis pas une experte de la parentalité ou de l'éducation. Moi je suis journaliste à la base, donc j'ai fait ce travail de journaliste en essayant d'aller à la fois comprendre comment on pouvait aborder cette question dans ces différentes dimensions, voir aussi ce que d'autres avaient fait, pensé ou proposé de leur côté, et avec l'envie aussi de réunir des outils assez concrets et pratiques. Et c'est comme ça en fait que j'en suis arrivée d'abord par la question de l'éducation à l'égalité, enfin de l'éducation féministe, et puis après donc j'ai effectivement écrit un deuxième livre qui parle de la condition des mères dans une perspective féministe, tout simplement parce qu'après ça fait maintenant 6 ans que je suis mère, donc j'ai eu le temps d'expérimenter bien concrètement les réalités, les entraves et même les violences que ça peut susciter, le fait d'être mère dans une société encore très patriarcale. Voilà. Merci Aurélia. Aurélia qui va dédicacer ses bouquins après, donc vous aurez l'occasion de les feuilleter, de les acheter peut-être. Voilà. Parlant de garçons, on en a un. Et en fait, Cédric, toi aussi, ta vie a pris un chemin différent avec la paternité. Est-ce que tu veux nous raconter un peu comment, en fait, d'une situation de cadre dans la grande distribution, dirons-nous, tu en es venu à être un podcasteur sur les questions de parentalité, donc podcast Pas Patriarcat, et un bouquin aussi. Et un bouquin, oui, tout à fait, Tu vas être papa, paru chez First et illustré par la très talentueuse Blachette. Donc déjà, bonjour à tous et toutes, et merci beaucoup pour votre présence. Alors, comment j'en suis venu ? C'est une grande question. Je pense qu'on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Je pense que le fait d'avoir fait la démarche de prendre un congé parental pour être 3 mois, alors ça peut sembler peu, beaucoup, pas assez, je ne sais pas. Mais en tout cas, 3 mois auprès de ma compagne et de ma fille à la naissance de ma fille, Sarah, qui a 4 ans et demi. Ça a été très déterminant dans mon parcours de paternité, ça c'est une évidence. Ensuite, j'avais des réflexions personnelles sur le rôle du père, puisque un des sujets pour moi qui est central, c'est les droits de l'enfant et le droit des enfants à une éducation non violente. Et je me suis retrouvé face à cette grande question par rapport au modèle que j'avais connu personnellement et autour de moi. Si je suis pas un père qui incarne la loi et la violence dans le foyer, en tout cas la discipline, en fait je sais pas ce que c'est être un père. Donc j'ai creusé, j'ai cherché, j'ai trouvé plein de trucs. Et en parlant avec les amis, avec la famille, avec les collègues, il se trouve que je disais des trucs qui étaient pas trop cons. Et ma compagne... c'est son idée qui m'a dit tu devrais faire un podcast. Voilà. Et en 2020, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le choix en effet de quitter mon emploi pour rester près de ma femme et de ma fille.
Et donc j'ai lancé ce podcast un petit peu au hasard, faut bien le dire. Et de fil en aiguille, c'est devenu quelque chose dont je suis assez fier, et quelque chose qui amène surtout des solutions, qui amène des réflexions. Et alors le pourquoi ? Mais le pourquoi, c'est parce que j'ai une fille. Et il y a une raison qui m'émeut un peu toujours quand j'en parle, donc voilà. Mais il y a une raison qui est très égocentrée. En me renseignant, j'ai bien vu l'état de l'adultisme dans notre pays, dans notre société, mais aussi bien sûr du sexisme, du racisme et d'autres systèmes d'oppression. Et je me suis dit, je veux faire quelque chose parce que je veux pouvoir regarder ma fille dans 20 ans droit dans les yeux et lui dire, j'ai fait de mon mieux. Donc j'ai pris ce podcast, et puis ça a amené à un livre, et ça amène plein d'éléments de réflexion différentes. Ça a aussi amené le fait d'être en instruction en famille pour une autorisation à être qui on veut être, et en ouvrant un maximum le chemin des possibles. Et voilà, pour répondre à ta question, comment j'en suis arrivé à créer ce média et à traiter ces sujets-là. Et tu les traites, si j'ai bien compris, par le biais à la fois d'entretiens avec des experts et d'entretiens avec des parents qui se posent des questions et qui témoignent? Tout à fait. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai très vite compris, c'est qu'on peut reprocher ou pas aux personnes qui parlent d'éducation, c'est qu'on a souvent tendance à voir l'éducation comme quelque chose d'assez binaire. Il y a les gentils, les bons parents, les mauvais parents, les gentils, les méchants. Est-ce qu'on est bienveillant, malveillant? Alors qu'en fait, c'est un peu comme le genre, en fait. Le genre est un spectre, et bien en fait la parentalité c'est un spectre et qui évolue, qui est en mouvement constant, tout comme les droits de l'enfant, tout comme l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est quelque chose qui est en mouvement constant, et on ne peut pas rester sur un conseil à un instant T qui va fonctionner alors que 2 secondes après il ne va plus fonctionner. Donc je trouvais que c'était important de mixer en effet des entretiens avec des experts, des récits de parents, mais aussi d'intégrer des choses très engagées. On parle d'écriture inclusive. Il y a aussi un épisode avec nous toutes sur qu'est-ce que c'est les violences sexistes et sexuelles. Ça va en parler parce que je suis écouté par beaucoup de mères, et je pense que c'était important aussi qu'elles aient les clés de comprendre ce qui peut se passer dans leur foyer par moment. Donc on va essayer de mixer tout ça pour comprendre que c'est un sujet qui est complexe, qui est vertigineux, mais on va pouvoir piocher, prendre des éléments et des clés, des outils pour avancer. Je me tourne vers ma gauche, et donc à côté de moi, Audrey Chenu, qui donc a elle aussi écrit des bouquins, mais sur sa vie. Et puis le dernier, qui va paraître bientôt, sur l'éducation féministe. La pédagogie féministe? Ça s'appelle Entrée en pédagogie féministe, et c'est chez Libertalia, ça doit paraître fin avril. Et en fait, donc Audrey, elle a raconté dans son premier livre, Girl Fight, son parcours, donc qui l'a mené en prison, et puis qui l'a mené à se questionner sur plein de choses, dont notamment le genre, avec des études en sociologie, et une passion pour les mots, une passion pour le mouvement aussi, pour le sport, la boxe. Elle a fondé une association qui s'appelle Un ring pour toutes, où elle travaille la boxe en mixité. Et en non-mixité. Et en non-mixité. Et avec une réflexion derrière. Donc, voilà. Et en fait, j'aimerais beaucoup, parce que je ne savais pas que tu écrivais un livre qui va être publié, que tu nous parles un peu de cette réflexion-là que tu as eue avec une co-autrice sur ce que peut être une pédagogie féministe. Donc, point de départ, donc quand j'ai 20 ans, je suis en prison, et donc j'ai écrit cette autobiographie. Et en fait, quand je sors, je me rends compte que la plupart des femmes dehors sont pas libres. Et du coup, ça part de là, mon combat aujourd'hui contre l'injustice, contre l'enfermement sous toutes ses formes. Et du coup, j'arrive à faire effacer mon casier judiciaire, je deviens instit, et non pas prof des écoles. Franchement, je préfère le terme d'instit, parce que voilà, on institue des choses. Donc, ça fait 16 ans que j'enseigne en école élémentaire, du CPE CM2 dans le 93. Je travaille actuellement à Saint-Denis en CP. J'ai eu beaucoup de lectures féministes en prison, et la première que j'ai rencontrée, c'est Claire Génie, qui est chorégraphe. Et voilà, et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui, puisque c'est par Marie. Et donc, je travaille ces questions. Donc, je suis restée 9 ans dans une école avec cette directrice qui s'appelle Véronique Decker, qui a publié aussi chez Libertalia. Et en fait, on voulait juste raconter des choses qu'on a mises en place contre le sexisme, l'homophobie et le racisme, parce que, à mon avis, on a intérêt à travailler dans l'intersectionnalité, et que c'est difficile de faire autrement de toute façon, puisqu'on travaille dans des quartiers où tous les enfants sont racisés. Il n'y a que nous qui sommes blancs ou blanches en général. Donc ça aussi, ça induit pas mal de choses qu'on réfléchit et qu'on questionne. Et il se trouve que donc pendant 9 ans, j'ai travaillé dans cette école où la plupart d'entre nous étions des gauchistes et des féministes.
ce qui aide quand même pour mettre en place des actions contre le sexisme. Depuis 3 ans, donc, je suis dans une autre école où il a fallu tout recommencer. Et voilà, il y a beaucoup de débats avec les collègues notamment, et la hiérarchie, c'est compliqué. Voilà, s'il y a des collègues dans la salle, vous savez de quoi je parle, et j'aimerais bien aussi avoir vos témoignages et qu'on discute de tout ça. Voilà, donc l'idée de ce livre, donc Entrée en pédagogie féministe, sous-titré L'égalité de A à Z. Donc c'est sous forme d'abécédaire, puisque vous savez, en 2013, il y a eu les abécédaires de l'égalité, qui ont été une petite tentative du ministère, donc d'en haut, de l'Éducation nationale, d'amener des choses pour l'égalité filles-garçons. C'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas. Sauf que ça a été très marginal et abandonné très vite. Donc nous, on veut faire l'égalité de A à Z sous forme d'abécédaire. Et donc, je vous raconterai, si je peux un peu présenter tout à l'heure, du A comme audace, au H comme hétéronormativité, au S comme sport, évidemment, j'en parle. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir, si vous voulez, quelque chose de transversal dans les pratiques enseignantes. Et donc pas de faire venir une association une fois par an, comme c'est assez souvent le cas, mais de travailler au quotidien en fait ces questions-là, donc dans le langage, avec les enfants, dans comment on les encourage et comment on les valorise en fonction du genre et pas que. Donc voilà, le dialogue avec les parents, avec la hiérarchie, les enfants aussi, le temps qu'il faut pour déconstruire et pour mettre en question les choses. Et on a la chance, quand on est institut, de passer 4 jours avec eux et elles. Donc, c'est formidable pour ça. Ce qui est plus compliqué avec les collègues du secondaire, puisque du coup, moi, depuis les années 2010, je me forme sur ces questions du sexisme à l'école, etc. Et on voit pas mal de changements par rapport à ça, mais très peu sur le terrain, en fait, dans les écoles et au niveau de l'éducation nationale. Pour vous dire, moi, j'étais à la mission égalité filles-garçons à l'Académie de Créteil, comme enseignante, pour réfléchir et agir sur ces questions. Et on m'a poussée à la porte en disant que j'étais trop militante. On va en parler. Je suis sûre que ça va faire rebondir pas mal de gens, cette question de l'éducation à l'école. Marie, donc j'ai déjà dit qu'on se connaît de longue date. J'avais envie de te poser la question parce que un truc qui m'a paru intéressant dans ton parcours, c'est que toi, tu es quelqu'un qui est dans ton corps depuis toujours, en fait, j'aurais envie de dire. Tu danses, mais pour ce premier passage dans ta carrière de danseuse vers la chorégraphie, je m'abuse, c'est la première fois, avec la chambre à peu près. Je suis sûre qu'il y a eu d'autres choses avant. Avec la chambre d'eau, tu as eu envie justement de parler de l'enfance, du genre, avec une pièce qui est adaptée d'un texte qui existe déjà. C'est une commande ? Oui, une commande qui a été faite à Catherine Verlaguet, qui écrit pour... Qui avait déjà écrit un peu sur un sujet similaire ? Qui était en pleine écriture d'un diptyque sur le féminin, sur une question de l'inceste et une autre d'une petite fille sourde. Mais elle ne s'inscrivait pas dans un champ féministe. D'accord. Et là, elle a commencé à s'inscrire là-dedans, ce qui était intéressant. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce sujet-là particulièrement ? Pourquoi est-ce que ça te parlait à toi dans un parcours d'artiste ? Je crois que c'est un parcours d'artiste, mais pas que. Parce qu'en effet, tu le sais, la question de la maternité a transformé beaucoup de choses pour moi. La question notamment de l'empuissancement avec un corps en effet qui était déjà libre. Alors on pourrait revenir dessus parce que les danseurs et les danseuses vivent en effet par le corps mais ne sont pas défaits de tous les stéréotypes non plus. Mais c'est le fait de devenir mère qui m'a, je dirais, fait creuser un peu plus des questions féministes et qui m'a donné envie à un moment donné de passer de l'intime, de ce qui se passait dans mon foyer, au politique. J'estime que faire des spectacles, ça peut être politique. Pas nécessairement, mais ça peut l'être. Et c'était aussi l'idée de faire une commande pour créer une histoire d'une petite fille qui serait née le poing levé et qui essaierait de se défaire des injonctions qu'on lui donne à rentrer dans des cases, dans des boîtes. Mais c'était aussi s'emparer de mon médium chorégraphique, corporel, pour revenir à la première forme de langage, qui est une forme éminemment charnelle, qui est une forme corporelle. C'était revenir au corps. Revenir au corps en essayant de traverser en 45 minutes de spectacle pour le jeune public, mais pas que, un corps qui serait une matière brute, un corps qui ne serait pas encore fait de ces stéréotypes,
et un corps qui se verrait contraint par l'extérieur, en l'occurrence une voix hors champ, à rentrer dans des cases, à se contraindre physiquement, puisque ce que je peux observer moi de mon point de vue de femme qui aime observer les corps, y compris chez les enfants, c'est combien on intériorise des schémas corporels. C'est-à-dire combien, en tant que petite fille, on va venir sur la fermeture, sur un axe transversal, dans la torsion, tout ça pétri des représentations qu'on a, des représentations qu'on a depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui encore, de femmes qui sont plus sur un cadre qui se referme, là où les hommes sont sur un cadre physique qui s'ouvre plus, qui sans puissance, qui a plus de force, qui montre plus le muscle, qui a souvent dans la représentation les poings fermés, là où il y a plus de détails chez les femmes, chez les filles. Je suis allée chercher vraiment de l'iconographie du genre. En partant, on était dans une école avec Laurie Giordano qui m'assistait sur ce projet, en résidence en territoire rural de l'Aube. Et on était dans une petite bibliothèque d'école. On en parlait un peu en off avant aussi, Audrey. Et on a cherché des images de représentation du masculin et du féminin. Et on a vu combien, en fait, les représentations du masculin et du féminin ne changent pas à travers les âges. Et combien, pour moi, c'est un vrai problème que les représentations ne changent pas quand un corps peut être ou aurait envie d'être autre chose que la forme qu'on lui impose. On a regardé plein de Walt Disney, j'avais envie de revenir à une culture populaire et on s'est vraiment aperçu que la petite sirène, que Blanche-Neige, en fait, c'était les mêmes que la Vénus pudique, c'était les mêmes que les peintures de Titien, c'était les mêmes que les peintures de Cabanel, c'était les mêmes, en fait, depuis l'Antiquité jusqu'aux représentations aujourd'hui, c'était les mêmes. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait chercher des matériaux chorégraphiques qui, à la fois, pourraient défaire ça dans le corps, et combien on pouvait aussi montrer que, avec la contrainte, on devenait ce corps-là bien malgré nous, en fait, de manière très inconsciente. Là, les représentations dans les images, en fait, elles nous pétrissent de manière très inconsciente, qu'on soit d'ailleurs enfant ou qu'on soit adulte. Et voilà, donc c'est vraiment partie de cette chose-là, de revenir au corps, de revenir au charnel et d'aussi offrir une possibilité d'avoir une héroïne fille, donc féminine, qui va trouver de la puissance, qui va trouver de la force, qui va trouver, malgré toutes les injonctions qu'elle a à être polie, jolie, sage, gentille, à avoir un corps qui est contraint, comment offrir à des enfants et à des adultes, ou à des enfants intérieurs qui sont là au plateau avec nous, puisque c'est un dispositif où le public est au plateau avec nous, comment offrir aux plus proches ces multiplicités du corps, et que le corps soit pas juste ce qu'on attend qu'il soit, en fait. Parce que je crois que la société a des attentes sur comment doit être un corps. Et moi, j'ai vraiment envie de me défaire de ça. Le médium de la danse contemporaine est quand même un médium assez facilitant, en effet, parce que, par exemple, moi, dans mes études, c'était des classes mixtes. C'est pas le cas, par exemple, quand on fait de la danse classique encore. Moi, j'ai fait mes études au Conservatoire national supérieur. Donc, il y avait aussi un département de danse classique, et les filles et les garçons ne prenaient pas les mêmes cours, par exemple. Donc, il y a quand même là, on voit bien qu'il y a une construction du corps de la fille dans le ballet, par exemple, qui est différent du corps du garçon. Là où moi, c'était quand même des cours mixtes et où on travaillait ensemble exactement les mêmes choses. Après, je me suis quand même aperçue, y compris dans l'école, que si on traversait les mêmes techniques, les chorégraphes, elles et eux, étaient encore pétris de schémas hyper normatifs et hyper stéréotypés, notamment de genre. Voilà. Mais en tout cas, on est dans des médiums qui peuvent traverser les mêmes choses et de manière plutôt mixte, ce qui était déjà une entrée facilitante en matière pour moi. On n'y échappe pas, en fait, même en danse contemporaine. Non. Je m'en doutais un peu. Justine, tu es éditrice chez Talent Haut, qui est une maison d'édition engagée contre toutes les discriminations. Audrey le disait, c'est difficile en fait d'en choisir une. Particulièrement attentif aux questions d'égalité, aux questions de lutte contre les stéréotypes. On s'en parlait tout à l'heure. Tu as toujours travaillé dans la littérature engagée. Peux-tu nous raconter un peu comment tu es tombée dedans, et puis peut-être les questions que ça pose, et voilà, et en fonction un peu du temps et de ton envie, peut-être présenter aussi un peu la démarche de Talent Haut, son catalogue. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors comment je suis tombée dans la soupe de Talent Haut, en fait?
J'ai eu un parcours littéraire comme beaucoup, j'ai beaucoup lu. Voilà, et pendant longtemps, je me suis pas beaucoup posé de questions, comme beaucoup d'enfants et d'adolescents, adolescentes, sur ce que je lisais, sur les représentations, etc. Et en fait, j'ai fait des études d'histoire avant de m'intéresser à l'édition et à la littérature de jeunesse. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, tiens, c'est intéressant de faire des études d'histoire, d'étudier 4 différentes époques. On fait de l'histoire, je faisais de l'histoire ancienne, donc l'Antiquité, de l'histoire médiévale, le Moyen-Âge, de l'histoire, ce qu'on appelle contemporaine, qui correspond à la Renaissance jusqu'à la Révolution française, et de l'histoire moderne, et de l'histoire contemporaine. Et on étudie ces 4 époques, et on n'étudie jamais les femmes, en fait. Il n'y a pas de femmes dans l'histoire, elles n'existent pas. Alors qu'on sait aujourd'hui que 22 femmes ont régné, par exemple, en France, plus de 2 ans. Donc ça a commencé à me poser des questions. J'ai commencé à réfléchir à ces questions-là. Mon féminisme s'est affirmé à ce moment-là. Et j'aimais beaucoup l'histoire, mais j'avais pas du tout envie de faire de la recherche ou de devenir professeur. Et il y avait quelque chose que j'avais toujours aimé et qui m'avait toujours intéressée, c'était la littérature. Donc je me suis dirigée vers des études de littérature pour devenir éditrice. Et je me suis tout de suite intéressée à la littérature de jeunesse parce que je trouve que c'est un terrain formidable où il y a une grande liberté parce que c'est une littérature à laquelle les médias ne s'intéressent pas, qui est un sous-genre de la littérature. Avec tout ce que ça comporte de stéréotypes pour la critique. J'entends, je considère pas du tout que la littérature jeunesse soit un sous-genre. Et donc, c'est un terrain de liberté incroyable où on peut tester plein de choses, on peut faire plein de choses et notamment, on peut être très engagé. Et du coup, en faisant ces études-là, j'ai travaillé sur la littérature de jeunesse, sur l'engagement et j'ai rencontré Talent Haut en faisant ces recherches. J'ai rencontré Talent Haut grâce à une étude d'Anne Daflon de Nouvelle. Je vais donner juste quelques chiffres comme ça qui datent un peu parce que comme personne ne s'intéresse à la littérature de jeunesse, cette étude date de 2006, il n'y en a pas eu depuis, et elle s'intéresse aux représentations des personnages. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que il y a 2 fois moins d'héroïnes que de héros, tout confondu, que quand il s'agit de personnages animaliers, il y en a 10 fois moins. Donc voilà, il y a un petit ours brun n'a pas de petite ours brune, il y en a vraiment. Et ça, c'est pour une question c'est une question d'idées préconçues sur le fait que les petits garçons ne peuvent pas se projeter dans des personnages de petites filles, alors qu'ils peuvent très bien le faire sur un petit ours ou sur un petit lapin, par exemple. Ça pose pas de problème, mais une petite fille, c'est plus compliqué. Donc, on ne va pas mettre de personnages de filles, alors que les filles, elles, peuvent tout à fait se projeter dans les personnages de garçons, ça ne pose pas de problème. Bon. Donc voilà, j'ai creusé ces chiffres-là, puis je me suis demandé ce qu'on pouvait faire, et ce qu'on pouvait faire, Talent Haut est en train de le faire, c'est-à-dire de créer de nouvelles histoires, de créer une nouvelle façon de dire les choses, de montrer les choses différemment. Marie, tu parlais du corps et des représentations, et c'est essentiel en littérature de jeunesse de montrer en fait des personnages déjà différents. Il existe tout type de personnages. La société est mixte, donc déjà représenter des personnages différents, que ce soit juste d'aspect et ensuite de genre. C'était un acte très militant. Talent Haut, c'est une maison qui a été créée en 2005, donc bien avant MeToo. Et pendant 12 ans, on a eu un peu du mal à se faire accepter. C'est-à-dire que dire qu'on était une maison d'édition féministe, c'était assez, délicat parfois. Il fallait enrober un petit peu ça. Donc pendant longtemps, on a dit qu'on était une maison d'édition qui luttait contre les discriminations. Point. Après, en affirmant notre expertise en termes de sexisme, puisque c'était là-dessus que s'est créée la maison d'édition. Et puis, évidemment, on lutte contre les discriminations de façon intersectionnelle. On s'intéresse à tout type de discrimination. C'est un peu bizarre de dire ça, qu'on s'intéresse à tout type de discrimination. Le formuler de cette façon-là, c'est étrange parce qu'on a l'impression qu'on en fait un fonds de commerce en fait de la discrimination, alors que c'est justement contre ça qu'on veut aller. J'ai eu la chance d'être recrutée par Talent Haut juste après mes études, après un stage que j'avais fait dans la maison d'édition. Et du coup, une fois qu'on a trouvé une maison d'édition qui correspond aux valeurs personnelles qu'on a et qui, par ailleurs, est une maison d'édition dans laquelle on a aussi la liberté de se poser énormément de questions et on fonctionne de façon assez collégiale chez Talent Haut. Voilà, c'est une réflexion qui est en permanence nourrie par notre travail et qui on se nourrit les unes les autres et des rencontres qu'on peut faire. Donc voilà, une fois que j'ai
rencontré Talent Haut, j'ai plus envie de la quitter. Ça tombait bien, elle non plus. Et donc oui, on se pose beaucoup de questions chez Talent Haut sur à la fois le sexisme, donc l'égalité filles-garçons, mais évidemment toutes les questions qui irriguent la société et qui ont éclos et qui éclosent encore et qui écloront dans les 10, 15, 20, 25 prochaines années à venir. J'espère qu'on sera encore là. Talent Haut à 18 ans, il y a une forme d'institutionnalisation, on a une expertise, etc. Mais ça suffit pas en fait d'avoir une expertise sur l'égalité filles-garçons. Il faut toujours essayer de se poser des questions de ce qu'on est encore en train de dire. Les livres qu'on fait aujourd'hui sont différents des livres qu'on a fait il y a 10 ans. Les livres qu'on a fait il y a 10 ans, quand on est amené à les réimprimer, à les rééditer, on se pose la question de est-ce qu'il faut le faire comme ça ? Est-ce qu'il faut pas changer des choses ? Et si on doit changer des choses, est-ce que les auteurs-autrices vont être d'accord pour nous suivre dans ce mouvement-là ? Donc c'est un perpétuel questionnement qui doit pas du tout, qui doit être ne pas quitter le lien du terrain en fait. Et du coup, ce qui nous aide aussi, c'est ce genre de rencontres, c'est aussi travailler avec les écoles et travailler avec les associations féministes, mais pas seulement. En fait, on était il y a 3 jours à un colloque sur les violences faites aux enfants. Voilà, c'est aussi à ces questions-là dont doit s'emparer la littérature de jeunesse. Je pense que la littérature, tout art est tout le temps politique. Je crois pas qu'on puisse, rien n'est neutre. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on écrive, quoi qu'on publie, quoi qu'on mette en scène, on porte un message et on se doit de se questionner. C'est notre responsabilité de se questionner. J'avais promis d'ouvrir assez rapidement aux questions, témoignages de la salle. Sentez-vous absolument libre. Et je sais que ça prend des fois un petit peu de temps d'avoir le courage ou l'étincelle de demander le micro. Donc je vous le dis, c'est ouvert si vous voulez intervenir à ce stade-ci. Et puis sinon, j'ouvrirai aux personnes qui sont là, autour de moi, en fait. Est-ce que ce que vous avez entendu de la part des collègues de Table Ronde vous a donné envie d'abonder ? Je trouvais ça super intéressant, ça se complétait très bien, en fait. Déjà, beaucoup de personnes ont eu des déclics et puis tout le monde pense que l'art est politique et qu'on ne peut pas tout à fait se retrouver à traiter d'un problème sans traiter d'autres problèmes. On a parlé de l'intersectionnalité, des discriminations, mais aussi du fait que parler d'éducation non genrée, antisexiste, féministe, c'est aussi évidemment parler de droits des enfants. Et ça, je pense que c'est des choses que de moins en moins on admet de séparer. Moi, je veux bien. Vas-y. Ouais, je veux bien parce que j'arrive du Havre, là où la Chambre d'eau était en tournée la semaine dernière. Force est de constater que là, je pense sur la globalité de la tournée depuis le début, on a rencontré plus de 3000 enfants avec qui on fait des bords plateaux à la fin de chaque spectacle. Et dans ces bords plateaux, les enfants questionnent des choses qui les ont un peu interpellés pendant le spectacle. Et j'ai envie de vous partager une chose, parce que ça s'est passé assez fortement au Havre, je ne sais pas pourquoi. Et je vais vous partager un petit extrait du texte et je vais vous raconter ce qui s'est passé après. Sacha, l'héroïne, elle a déjà rencontré un autre garçon qui s'appelle Sacha, lui aussi, et elle continue de se poser ces questions sur c'est quoi la différence fille-garçon, parce que bon, j'ai bien vu que mon frère, il n'a pas le même truc que moi entre les jambes, mais ça suffit pas pour moi en fait. Et ma mère, elle arrête pas de me dire tu verras, tu vas comprendre quand tu seras grande. Alors Sacha se demande, se questionne les méninges, se turlupine le cerveau, se tarabusque la cervelle sur cette histoire de filles et de garçons, parce que quand même, puisqu'ils s'appellent pareil. Il y a des trucs comme ça, même pareil, c'est différent entre garçons et filles. C'est comme ça. À part ce qu'il y a entre les jambes, là, ça oui. Depuis qu'elle a 4 ans, elle sait. Mais bon, sinon, quoi ? Il ne se résume pas, elle et lui, à ça quand même, si. À part ça, c'est quoi le différent ? Ça ne poussera pas entre ses jambes ce truc que son frère a. Elle sait. N'aura jamais de robinet, elle. Ni les sacs, pour la monnaie. Jamais. Mais toi... tu auras autre chose, chérie, la rassure sa mère. Autre chose qu'elle ne voit pas, avec quoi elle n'a pas le droit de jouer, contrairement à son frère. Quelque chose qu'elle n'a même pas le droit de toucher, parce que sinon, ça ne se fait pas, chérie. Alors quoi ? Quelque chose qui un jour fabriquera des bébés. Mais je m'en fiche, moi, des bébés. Moi, ce que je veux, c'est le truc qu'on voit, avec lequel on peut jouer, et qui fait robinet. Le truc qui fait que quand tu l'as, Sacha, ça sonne mieux que pour moi. Et donc, je vous raconte ce truc-là parce que, à peu près à chaque représentation au Havre, les enfants étaient choqués quand je dis « mais je m'en fiche, moi, des bébés ».
Et donc, on en est venu dans le bord plateau à discuter de ça, à dire, mais vous avez eu une grosse réaction quand on a dit, moi, je m'en fiche des bébés, mais pourquoi ? Beaucoup de petites filles de répondre, parce que c'est mignon, les bébés. Je dis, oui, c'est super mignon, moi aussi, j'adore ça, les bébés, mais pourquoi est-ce que vraiment ça vous choque, en fait ? Qu'est-ce que ça vous fait ? On a constaté qu'en fait, il y a vraiment un déterminisme très fort à se dire que quand on est fille, on est formaté dès le plus jeune âge à devoir se dire qu'on va avoir des bébés un jour. Et de poser en tant qu'adulte, qui en plus, c'est facile. Moi, je suis adulte qui a eu des enfants, donc, et je dis très facilement que je suis très heureuse d'avoir des enfants, mais de dire, en fait, c'est pas une obligation d'avoir des bébés. C'est pas ce qui fait de nous des femmes. Et même quand on est garçon, c'est pas non plus obligatoire de devenir père. Et j'ai trouvé ça assez dingue, en fait. Et c'est pas il y a d'autres moments que je pourrais vous partager, mais assez dingue de cette forme de déterminisme et d'être complètement inconscient du fait que, de toute façon, nous, on est filles, on est femmes, et notre corps, il est principalement fait pourquoi ? Pour avoir des bébés plus tard. Et de pouvoir entendre une autre enfant qui est incarnée au plateau dire, qu'à 6 ans, dire mais moi je m'en fous en fait, c'est pas ça moi qui m'intéresse. C'est super compliqué. Voilà. J'avais envie de vous partager cette chose-là qui était toute fraîche encore. Ça me fait rebondir parce qu'il y a sur la question de représentation, il y a très peu de représentation de femmes dans la littérature de jeunesse qui ne soient pas des mères. La représentation, c'est une femme qui est une mère. Elle peut être une mère qui travaille, elle peut être une mère plus ou moins là, mais les femmes sont des mères, tout comme il n'y a pas de femmes ou d'hommes célibataires. Mais voilà, du coup, qu'est-ce que tu vas être ? Une femme, et tu vas être quelle femme ? Une mère, en fait. C'est un questionnement qui commence à se faire un peu en littérature de jeunesse, et dans les arts de façon générale. Au cinéma, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ne sont pas des mères non plus, ou qui n'aspirent pas à l'être, ou qui n'ont pas des difficultés avec ça. Et dans la littérature de jeunesse, pour le moment, il n'y a pas de femmes qui ne soient pas mères, ou où les femmes qui ne sont plus en âge d'être... on ne sait pas. Par exemple, les vieilles femmes sont toutes qualifiées de grand-mères. Donc ça veut tout dire qu'elles sont passées par le prisme de la maternité. Si je peux dire quelque chose, puisque je crois que je suis la seule nulle et part ici. Non, on est deux. Deux, bon, d'accord. Et déjà, qui c'est qui a envie d'avoir une identité qui commence par nul, hein ? Bon, voilà, quand j'ai appris ce mot, quand même, j'étais en mode, bon, ok, je suis ça, c'est mal barré. Voilà, mais à part cette petite plaisanterie, moi, je voulais rebondir... déjà sur le fait que quand j'étais petite, donc j'avais pas d'autre modèle que des femmes mères et hétéros. Et c'était un problème. Par exemple, je vois sur les bureaux des instituts souvent photos de leurs femmes ou maris et leurs enfants. Je comprends pas pourquoi il y a ça. Et aujourd'hui, comme je suis en stage, je constate que c'est toujours la même chose. Il y a toujours ça sur le bureau, voilà. Et alors vous allez me dire, alors pourquoi c'est important ? Ouais, c'est important parce que moi je me suis jamais projetée comme mère ni comme femme avec un mari. Du coup, j'existais pas. Enfin, ça n'existait pas. Et ça, c'est vraiment une question. Donc aujourd'hui, c'est important, qu'il y ait dans les littératures jeunesse d'autres modèles. Et en effet, je cherche sur la question, mais il n'y a pas de femme qui n'est pas mère dans les albums. Et voilà, ça pose vraiment question. Et alors moi, on m'a demandé, par exemple, parce que dans mon livre qui est sorti en 2013, je m'affirme comme lesbienne. Et du coup, on m'a dit, mais même ma direction d'école et tout, on dit, mais ça va faire un tollé, on va avoir là les journalistes devant l'école, tu te rends pas compte, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as pas dit, quoi. Et je dis, en même temps, je parle de la prison, voilà. Mais non, mais la prison, on s'en fout. Toutes les familles ici ont quelqu'un en prison. On est dans le 93, vous voyez. Donc par contre, lesbienne, là, c'est chaud, quoi. Tu nous mets dans la merde, là. Et je dis, écoute, c'est important pour moi, en fait, puisque je me tais depuis tant d'années et que dans les salles, alors ça s'appelle la salle des maîtres, mais fuck off, moi j'appelle ça la salle des maîtresses, des adultes, des profs, de ce que vous voulez. J'ai entendu tellement de choses, en fait, sur les familles des autres, quoi, leur vie de famille, leur vie privée à longueur de repas et tout ça. Et moi, je pouvais pas parler de ma meuf, quoi, ni de ce que j'avais, d'autres passions, mais en tout cas, en dehors de la famille, point de salut. Donc ça, c'est très violent, moi, je trouve. Et et pour rebondir aussi sur ce que tu disais sur la violence, la domination adulte. Quand je suis devenue institut au début, donc j'avais 26 ans. Et ça me frappait l'autoritarisme, en fait, et la violence faite aux enfants dans le cadre de la classe, quoi. C'est incroyable. Déjà, le premier besoin d'un enfant, c'est de bouger.
Et le premier truc qu'on fait à l'éducation nationale, c'est de les coller sur une chaise toute la journée, chercher l'erreur, quoi. Donc ça m'a beaucoup interrogée. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers la pédagogie freinée et différentes pédagogies alternatives. Mais pour moi, déjà, c'est ça. Je voulais pas faire de preuve de maltraitance et de violence en tant qu'enseignante. Et ça, c'est pas évident dans le cadre du système de l'école publique ou privée d'ailleurs, hein, parce qu'on croit souvent que le privé c'est mieux, mais pas du tout, c'est pire. Hein, ils sont moins bien formés que nous, et non, mais faut le dire en fait, hein, quand même à un moment. Voilà, donc essayer de exercer moins de violence sur les enfants et leur donner plus la parole et de les écouter. Bah déjà, ça change beaucoup de choses. Hein. Bon, voilà, je vous conseille ça déjà. Moi, je rebondis juste sur cette question de la représentation de la conjugalité finalement hétéro et qui est aussi une injonction, je crois, qui est très forte de la part des adultes. C'est-à-dire que je crois que c'est vraiment important de se questionner sur la façon dont on projette et on parle d'amour, de la relation amoureuse à nos enfants. Moi, je suis très, très frappée de voir que dès lors qu'un petit garçon et une petite fille jouent ensemble, et on peut parler là vraiment de bébés, d'enfants qui ont 18 mois, la remarque quasi systématique d'au moins un adulte présent autour d'eux va être « qu'est-ce qu'ils sont mignons ces deux-là, on va les marier ». On a la version parfois vraiment plus craignos du style « comment ça, ton fils emmène ma fille dans sa chambre ?» en parlant d'enfants qui ont 3, 4, 5 ans. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à questionner, à déconstruire, parce que en fait, ça contribue, me semble-t-il, à vraiment normer les choses, à enjoindre aux enfants que le seul mode de relation possible entre une fille et un garçon, c'est la relation amoureuse d'une part, la conquête masculine aussi sur la fille généralement perçue comme passive, et comme si c'était le seul mode de relation, parce qu'on remarquera qu'on entend, alors souvent on s'entend dire « oh mais ça va, je rigole, c'est une blague, c'est pas méchant », enfin voilà, donc néanmoins on remarquera que cette blague elle ne sort jamais dans la version non hétéro, homo par exemple, deux petits garçons jouent ensemble, je crois que personne n'a jamais entendu « on va les marier, ces deux-là, ils sont comme les deux doigts de la main ». Donc on voit bien que sous couvert des blagues adultes, on inscrit en fait très tôt une normativité à la fois amoureuse et genrée. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on a intérêt à questionner et à déconstruire. Et puis après, ça poursuit aussi avec le quand tu auras des enfants, quand tu seras papa, quand tu seras maman. Et là aussi, peut-être que si on a envie d'être plus dans une autorisation à être que dans une injonction à être, ça peut être intéressant de transformer ça en si tu as des enfants, si tu souhaites avoir des enfants. Et après, on en revient bien sûr à la question de la représentation et qu'on n'est pas obligé d'avoir des enfants quand bien même on est une fille pour être une femme. Voilà. Mais voilà, je crois que sous couvert d'humour et de culture populaire, effectivement, on enjoint beaucoup nos petits à finalement ne pas être dans l'amitié mixte et la camaraderie. Et c'est déjà, à mon avis, un frein assez important à une éducation égalitaire, en fait. Je voudrais juste amener une autre vision peut-être de l'enfant, parce qu'on a tendance à toujours voir l'enfant comme un sujet de l'éducation de ses parents, de l'éducation de l'école, mais l'enfant est avant tout un sujet de droit. Il y a des droits de l'enfant qui existent, et dans ces droits de l'enfant, il y a, alors je vais faire un petit peu le gars technique, hein, désolé, mais il y a un article 12 qui dit que l'enfant a le droit d'être entendu, a le droit d'être écouté, et je pense que cet article, il est essentiel à rappeler, que ce soit à l'école, comme l'a très bien rappelé Audrey, ou dans les familles, ou dans les spectacles, parce que c'est ce qui permet justement d'aller déconstruire beaucoup de choses. Quand on écoute les enfants, quand on donne de la valeur à leurs paroles avec leurs mots, on peut aller chercher beaucoup de choses. Et pour illustrer un petit peu ce qui s'est dit, je vous raconte une anecdote personnelle avec mes deux neveux qui sont éduqués dans la pure tradition française familiale qu'on a pu connaître, que ce soit sous le spectre du genre ou des violences éducatives ordinaires. Et on a discuté un jour parce que un des deux neveux me dit « Oui, on m'a demandé si un tel c'était mon amoureuse. » Je dis « C'est le cas ? Non. T'as un amoureux peut-être ? Ah mais non, mais attends, mais tu peux pas me dire ça, tonton. Non. Mais pourquoi je peux pas te dire ça ? Et je lui demande « Mais comment ? Est-ce que tu sais comment ça s'appelle quand deux garçons s'aiment ? Oui, on dit c'est homosexuel. D'accord. Et quand deux filles s'aiment, on dit alors je crois que papa une fois il a dit goudou, lesbienne. Bon, ok, passons. Et je dis et quand un homme et une femme s'aiment ? Ben c'est normal. Ah, et bien en fait ça s'appelle hétérosexuel. Et en fait c'est comme ça qu'on peut aller chercher aussi justement la déconstruction de ces stéréotypes de genre. C'est en partant, si on part du principe que l'enfant en tant que sujet de droit
Donc déjà, il faut connaître ses droits. En tant que sujet de droit, a accès à tout un tas d'informations. Et souvent, on se dit, je repense à la petite phrase dans le spectacle, maman, pourquoi est-ce qu'il se touche, voilà, quand l'enfant pose des questions, il dit, mais tu verras plus tard. Et en fait, c'est justement en accédant à ces droits-là d'échange d'informations, et sans tomber dans la surprotection qu'on trouve aussi souvent, mais qu'on peut aller chercher des sujets. Et c'est là où, quand on a ce lien de confiance inconditionnel en l'enfant en tant que sujet de droit, qu'on peut justement trouver des solutions qui, nous, adultes, nous paraissent parfois inaccessibles. On parle aussi de la littérature jeunesse. Ma fille a des livres de chez Talent Haut et c'est très chouette. Mais il y a quelque chose quand même qui frappe dans la littérature jeunesse. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire tous et tout autour d'ici. On parle des enfants, on parle de leur éducation. On publie des livres jeunesse, mais combien de livres jeunesse sont publiés par les enfants ? Sont écrits par les enfants, pour les enfants ? Et combien d'enfants ont la parole sur des sujets qui les concernent ? Alors cette question est un peu dérangeante, hein, je l'entends, mais je pense que c'est une question qui peut nous pousser à aller plus loin. Alors, on publie chaque année un livre écrit par des enfants. Depuis 15 ans, Talent Haut organise un concours d'écriture dans les classes de CP-CE1 qui a lieu en Île-de-France, donc dans toute l'Île-de-France. Il y a 200 classes qui participent chaque année. Et en fait, chacune des classes reçoit une mallette qui contient des livres publiés par Talent Haut qui ont pour thématique principale l'égalité filles-garçons. Donc des livres autour desquels ils vont réfléchir, ils vont construire... l'enseignante va pouvoir travailler avec les élèves pendant plusieurs mois. Et le but du concours, c'est que ces classes écrivent un manuscrit d'album, donc 8 doubles pages, donc 8 petits paragraphes, avec pour thématique principale l'égalité filles-garçons. Donc ça peut prendre différentes formes, ça peut être une fable, ça peut être une narration classique, ça peut être quelque chose d'humoristique, ça peut reprendre la trame d'un conte, etc. Ça peut être une réécriture, ils sont libres. Et ensuite, les classes renvoient leurs manuscrits qui sont lus par un comité de lecture de Talent Haut qui fait un premier tri de ces manuscrits-là. Et ensuite, nos partenaires institutionnels et financiers font partie du jury qui va élire le manuscrit gagnant. Et le manuscrit gagnant est publié sous forme d'album, qui est illustré par un illustrateur ou une illustratrice professionnelle qui va rencontrer la classe. Donc, ils vont avoir un échange aussi sur ce que les enfants attendaient de l'illustration. Donc, il y a une écoute. Il y a après des échanges pendant le temps de travail éditorial qui sont faits avec l'enseignant ou l'enseignante et qui a peut-être encore la classe avec elle, parce que c'est sur un temps long. Du coup, ça se déroule sur 3 ans en tout, 2 années scolaires, mais 3 années civiles. Et à la fin, le livre est publié, les enfants le reçoivent et il est distribué à toutes les classes qui ont participé au concours. Il y a des choses incroyables. Parfois, il y a des textes géniaux. Parfois, c'est des textes écrits par des CP-CE1, quoi. Il y a toute la verve enfantine qu'il peut y avoir. Il y a des choses parfois on retrouve des grandes lignes. Il y a des années où il y a une thématique pirate. On ne sait pas pourquoi, mais ça irrigue sur 100 textes, sur 170, il y a des pirates. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont très intéressantes et surtout, ce qui se passe autour de ça, c'est qu'il y a eu une prise de conscience, pas de toute l'éducation nationale, mais d'une partie des personnes qui nous accompagnaient dans le concours, notamment dans le 93, avec des formations qui ont lieu du coup auprès des enseignants et des enseignantes, parce que les enseignants et les enseignantes ne reçoivent pas ou très peu de formations en littérature de jeunesse de façon générale, et donc toute la difficulté de s'en emparer quand en plus on n'a pas le budget pour en acheter dans sa classe, etc. Bref, ce concours donc donne la parole aux enfants et pendant longtemps on a mis aussi en librairie ces livres. Ça veut dire qu'ils pouvaient être achetés en librairie. On a arrêté de le faire pour des questions très pragmatiques, en fait, qui sont que ça coûte de l'argent et ça n'en rapporte pas beaucoup. C'est un concours qui était porté par Talent Haut et qui est maintenant porté par une association, mais qui est financé encore à 30% par Talent Haut de sa poche. Et Talent Haut, on ne gagne pas beaucoup d'argent de façon générale, donc on n'a pas beaucoup à en donner non plus. Et du coup, donc on a arrêté de produire pour la librairie parce que ça nous revenait trop cher d'imprimer pour la librairie, mais il peut être acheté sur le site d'Amnesty International, qui est notre partenaire sur ce concours aussi. Donc voilà, c'est une façon de leur donner la parole. C'est évidemment très petit, mais voilà, au moins c'est je ne sais pas combien de milliers d'enfants depuis qu'on le fait, depuis 15 ans, 200 classes de, on va dire, 25 élèves qui ont pu avoir cette parole. On parle d'éducation là, des enfants. Tu as commencé comme ça, Cédric. Moi, je ne suis pas fan du mot éducation. Ce que j'aime, c'est le mot accompagnement. Mais je suis d'accord pour utiliser le mot éducation pour les enfants à partir du moment donné où je vais l'utiliser pour moi-même. Me dire, est-ce que moi, je m'éduque en tant que parent ? En tant que mère, en tant que père. Est-ce que c'est pas là l'endroit de déconstruction massif qu'il faudrait avoir, de réellement se poser les questions ?
je rebondis encore sur un truc qui s'est passé au Havre cette semaine. Dans la chambre d'eau, il y a un moment où Sacha dit à sa mère « Maman, j'ai un bobo là ». Et sa mère lui dit « Mais non, c'est pas un bobo, chérie. Un trou là, mou, ce trou. Pas comme une croûte, elle peut même entrer dedans. Non, ne touche pas, chérie. C'est quoi ? C'est pour faire pipi, chérie. » Et puis, elle continue de se découvrir. Et là, donc, c'est assez imagé dans le spectacle. Et ensuite, elle se dit, bah, tiens, j'ai une languette là. Ah, peut-être si je tire dessus, ça va faire comme mon frère. Peut-être que c'est ça ce qu'il faut faire. Voilà, c'est un moment qui passe comme ça. Là, c'est relativement au début du spectacle. Et pareil, souvent, à la fin du spectacle, pendant le bord plateau, des questions se posent à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est quoi la languette ? Tout le monde a compris ce que c'était que le robinet, mais qu'est-ce que c'est que la languette ? Personne n'est capable de dire ce que c'est que la languette. Alors, juste, on discute en fait. Et il y a quand même un truc assez drôle qui s'est passé dans une autre ville, c'est que on a commencé à parler des organes génitaux. Et quand j'ai dit, est-ce que vous connaissez les organes génitaux féminins ? Puisque là, on est capable globalement de dire pénis et testicules pour un garçon. Et qu'est-ce que c'est pour une fille ? Et une petite fille de répondre, les organes génitaux de la fille, c'est l'intelligence. Bon, évidemment, c'était merveilleux. Voilà. Mais ce qui s'est passé au Havre, c'est qu'à la fin de ce bord plateau, on avait discuté de la vulve, du clitoris, et souvent c'est un endroit où les enseignantes viennent nous dire merci après, en disant voilà, c'est super, en fait on va pouvoir aborder ces sujets-là qui sont pas forcément simples à aborder pour nous parfois, et puis là la porte est ouverte, donc merci. Mais c'est une mère qui est venue cette fois, une mère qui accompagnait et qui m'a dit en fait mon fils n'avait jamais entendu parler de ça, fils de au moins 6 ans. Et je dis ah ouais, donc, et elle me dit merci en fait parce que je savais pas trop comment en parler. Une fois quand il était tout petit, il m'avait vu nue, il avait vu que j'avais du sang, mais bon, je lui avais dit c'est des trucs de fille quoi, c'est tout. Et je lui dis voilà en fait vous voyez c'est vachement plus simple en fait de nommer les choses telles qu'elles existent, telles qu'elles sont biologiquement nommables. Ça nous facilite la chose. Et puis, vous voyez, les enfants, ça les fait pas rire. À partir du moment donné où on dit vulve et clitoris et pénis et testicules, ça les fait pas rire comme quand ils disent zizi, boubou, nénette, etc. Et c'était la première fois qu'une mère venait me voir en me disant, en fait, c'est simple d'en parler. Mais je pense que la démarche, pour elle, n'aurait pas été simple parce que peut-être que face à elle ou dans son entourage proche, il n'y avait pas forcément de gens avec qui elle pouvait parler si facilement de ces choses du corps, pour en revenir au corps, que là, d'être sur un plateau avec des artistes et puis plein d'autres spectatrices, c'était peut-être plus simple de venir parler du corps. Donc je crois que après moi c'est vrai que je reviens très vite au corps et à nommer le corps et je leur dis souvent qu'en effet ne pas nommer les choses du corps, c'est ajouter plus de violence au monde à mon sens. C'est aussi cette question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on y arrive si simplement en fait déjà entre nous pour pouvoir en parler simplement à nos enfants ? C'est une vraie question que je pose. C'est marrant que la mère que tu évoques te parle de trucs de filles. Moi, je crois qu'il y a un vrai levier ou un vrai enjeu à parler de trucs de filles avec nos garçons, enfin vraiment très très tôt, parce qu'il y a encore souvent ce réflexe d'effectivement c'est un truc de fille. Puis alors dans trucs de filles, on met quand même tout un tas de trucs. Donc il y a les organes génitaux féminins, il y a les règles, il y a aussi la contraception qui reste quand même un truc de fille. Et je crois que c'est assez important assez tôt, évidemment de manière adaptée à l'âge de l'enfant, à ces questions, mais en fait de commencer à expliquer qu'en fait les garçons et plus tard les hommes ont aussi un intérêt, enfin pas un intérêt, le terme n'est pas le bon, mais c'est aussi de leur ressort de s'occuper de ça, en tout cas, surtout, on en revient à la question de si tu veux être papa ou si tu ne veux pas l'être. Voilà, enfin je crois qu'on fait encore beaucoup peser sur les filles et les adolescentes le poids de ces trucs de filles qui sont en fait des trucs de société et de filles et de garçons, et qu'effectivement tout ça s'inscrit dans le fait d'en parler de manière aussi simple soit-elle, enfin parler des règles, on peut le faire en fait avec sa fille, mais aussi son garçon. Et en fait, c'est un vrai enjeu d'égalité, je crois. J'ajouterais même qu'il y a des trucs de garçons aussi. Personnellement, j'ai un garçon qui arrive à la puberté et qui m'a reproché l'autre jour, parce que comme je sais parler du corps, etc., j'ai fait beaucoup d'animations sur ces questions-là, il m'a reproché de ne pas lui avoir parlé des trucs de garçons. Et je dois dire que je suis très ignorante en matière de trucs de garçons. Mais comme il sait qu'on a le droit d'en parler, il est allé voir son père, il est rentré, il m'a dit « Maman, j'ai parlé avec papa des trucs de garçons. »
Elle dit, ah bon? Et tu peux me raconter? Il me dit, non. C'est notre discussion. Donc après, j'ai appelé le père. J'ai dit, tu peux me raconter c'est quoi les trucs des garçons? Parce que je me suis sentie un peu... Voilà. Et que cette espèce de corporalité imposée aux filles, parce qu'il y a des trucs de filles, parce que en fait, les garçons aussi passent à travers des choses. Et puis, les garçons, plus tard, auront une sexualité. Et cette sexualité, elle passe aussi, pour avoir une chouette sexualité, ça passe par le fait de pouvoir nommer son corps, de pouvoir dire un certain nombre de choses qui existent. Combien de conversations on peut avoir avec des hommes adultes où en fait ils parlent avec honte de certains rapports à leur corps, certaines parties de leur corps qui ont toujours existé mais qu'ils sont nommés à personne. Donc ça c'est aussi quelque chose qui me paraît important et qui fait aussi partie un peu j'imagine de pourquoi tu as voulu écrire sur la parentalité féministe par rapport aux garçons. C'est Et je passe la parole. Oui, bonjour et merci pour vos interventions. Bien riches. Pour un matin, ça fait beaucoup, même s'il est déjà midi. Alors, effectivement, vous parlez de déconstruction et de construction. Et puis, le titre de l'intervention d'aujourd'hui, c'était pour une autorisation à être. Alors, quand on dit autorisation, ça veut bien dire qu'on n'est pas forcément libre. Je pense que ça, c'est hyper important. Ce que vous notiez tout à l'heure, Madame de Tallehaut, c'est que quand on ne nomme pas les choses, elles n'existent pas. Donc, il faut dire les bons mots. Là, on sent bien que vous avez tous, au travers de vos histoires personnelles, intimes, pris conscience et peut-être chaussé les lunettes du genre. Et du coup, vous voyez les inégalités comme elles sont. Mais le problème, c'est lorsque on ne chausse pas les lunettes du genre, on ne voit rien. Et du coup, on ne nomme pas les choses. Parce que lorsqu'on fait ce parcours de militantes et de militants, on va chercher les mots, on va se documenter, on va lire et on construit une pensée. Et après, on peut dire. Il faut savoir que la quantité de féministes, elle est extrêmement infime, elle est y compris dans les milieux de l'enseignement. Et que si on veut déconstruire, il faut déjà permettre aux personnes auxquelles on s'adresse de leur montrer qu'ils sont construits. Si on ne parle pas de cela, si on ne parle pas de vous avez été construit d'une certaine façon et que l'on nomme pas, on ne montre pas les systèmes et les outils d'oppression et de domination, mais comme dirait Françoise Héritier, on sera à l'égalité dans 200 ou 300 ans. Donc je pense que c'est très important de mettre des mots, comme vous le disiez, de dire, parce que pour l'instant on n'a pas du tout entendu parler de ça, de système d'oppression, de domination. On a entendu heureusement parler un petit peu d'andro et hétérocentré. Bon, mais ça c'est très très important. Et je pense que déjà le minimum, c'est déjà de mettre en visibilité les outils de domination, l'effacement. Et vous les connaissez tous, je pense, des femmes dans l'histoire d'une façon générale. Et si on ne fait pas ce travail-là, pour être militante aussi et être active, on voit bien qu'on travaille sur un petit point et puis après sur un autre. Bon, l'intersectionnalité, c'est absolument indispensable, mais je pense que dire les mots et dire les mots d'oppression, c'est le minimum. Et peut-être déjà aussi, un jour, aurons-nous la chance d'avoir dans nos écoles, dans nos établissements, la possibilité de connaître l'histoire des femmes, parce que ce n'est pas du tout la même que l'histoire des hommes. Voilà. Si je peux apporter un début de réponse, c'est une réflexion qu'on se fait beaucoup chez Tallehaut encore aujourd'hui. On nous a reproché dans nos premières années, sur nos premières publications, d'avoir trop des livres à messages, à idées, puisque l'idée c'était ça, c'était de montrer, y a un stéréotype, on va montrer un contre-stéréotype pour prendre conscience du stéréotype en fait. Enfin voilà, c'était montrer ce contre quoi on veut aller. Et il n'y a pas très longtemps, on avait une discussion avec une universitaire qui est une prof de littérature et qui nous disait alors c'est super les livres militants, etc. Mais c'est vrai que parfois j'en ai un peu marre. J'ai envie qu'on passe maintenant déjà à la banalisation en fait des modèles, des contre-modèles, des nouveaux modèles. Et donc on disait bah oui, nous aussi ça fait 18 ans qu'on vit avec La Princesse et le Dragon, où on parlait des déclarations des droits des filles et des garçons. Ça fait 8 ans qu'elles existent dans notre catalogue. On a envie nous aussi de passer à l'étape supérieure. Mais en fait, je crois c'est aussi parce qu'on est dans ce milieu-là qu'on connaît bien, on a les mots, on a fait le travail, etc. Mais ce travail-là, il est infime par rapport à ce qui reste à faire. Et on a encore besoin aujourd'hui d'avoir des ouvrages très didactiques, ou en tout cas qui permettent de mettre les mots, d'accéder au concept de stéréotype de genre, au concept de représentativité, etc., pour après pouvoir avoir des ouvrages de banalisation qui montrent d'autres modèles, etc. Mais je suis tout à fait d'accord, on n'en est pas encore à ce stade-là, quoi. Enfin, les deux doivent encore cohabiter pendant très longtemps, à mon avis. Et puis, de toute façon, il y a toujours de nouveaux sujets. Donc, il y aura toujours des moments où on aura besoin de nouveaux ouvrages qui permettent de se poser la question, de poser les mots, etc. Donc oui, on est là un panel de gens qui ont réfléchi, qui se sont déjà posé les questions, mais il ne faut pas oublier que
beaucoup de personnes ne se sont pas encore posées ou n'ont même pas encore formulé en fait ces choses-là. Donc, à partir du moment où, effectivement, on ne parle pas de termes de conséquences, on ne comprend pas d'où ça vient, ça ne tombe pas comme ça du ciel. Il y a tout un système qui doit être mis en évidence. En tout cas, ça me paraît indispensable quand on est éducateur, enseignant, enfin, quand on s'adresse aux enfants, en tout cas. Ce système passe aussi par une compréhension, là on parle beaucoup du spectre du genre, mais il y a aussi la compréhension qu'on peut avoir et qui vient se mêler à la domination adultiste aussi. Je vais vous donner un exemple très simple, c'est que il y a une grande contradiction, par exemple, quand je dis à une petite fille, peut-être la mienne, quand je dis « tu sais ma chérie, plus tard tu seras une femme forte, libre, fière, tu connaîtras tes droits et t'avanceras bien dans la vie. Mais pour l'instant, ça serait bien que tu sois sage, mignonne et surtout que tu obéisses. » Et là-dessus, on a, vous disiez avec beaucoup de justesse qu'il faut nommer les choses et avoir conscience des constructions. Et vous voyez, aujourd'hui en France, le langage construit la pensée. Et aujourd'hui en France, on a des choses à déconstruire aussi là-dessus, sur le fait que, par exemple, quand on utilise les mots qui vont poser des concepts comme le mot enfant roi, enfant tyran, qu'on voit beaucoup en ce moment dans la presse et tout, ça en fait, ça vient créer une culture de la méfiance, de la confiance, et surtout qui n'autorise pas à être, parce qu'un enfant, comme le disait Audrey, c'est fait pour courir, c'est fait pour jouer, et aujourd'hui c'est pas ça, qu'on n'autorise pas les enfants à être des enfants, beaucoup, et malheureusement ça vient aussi se mêler aux stéréotypes de genre, notamment qui vont s'imposer aux filles et aux petits garçons à qui on va dire, pour reprendre un petit peu l'opposé du stéréotype de la fille, oui tu dois être un homme fort, mais être un homme fort c'est pas pleurer, tu vois, et tout ça en fait ça vient se mêler. Et par contre, moi, c'est vrai que je suis très curieux de connaître vos réflexions et les réponses qu'on pourrait peut-être apporter ensemble sur comment est-ce qu'on fait pour que les gens qui n'ont pas pensé la question viennent sur le sujet. Pour qu'il y ait plus de personnes qui se posent ces questions, il faut qu'il y ait plus de personnes qui vous écoutent. Il faut qu'il y ait un système de garde pour enfants ce matin pendant le temps de la conférence, pour que les parents puissent être présents. Parce que là, je crois qu'il y a beaucoup de professionnels. Pour moi, il y a la question de la formation qui est essentielle, parce que ce que tu soulèves, et ce sur quoi j'ai terminé ma présentation tout à l'heure en disant, en gros, j'étais trop militante et trop féministe. Sauf qu'il y a 15 ans, il n'y avait que nous, les militantes féministes, pour s'intéresser à ces questions dans l'éducation et à faire quelque chose. Donc voilà, moi, pendant 10 ans, j'ai formé mes collègues au sein du syndicat Sud Éducation, entre autres, ou du mouvement Freinet. Donc ça, c'est vraiment une question essentielle pour pas qu'on soit une poignée. Et ensuite, rapidement, parce que j'ai envie de laisser aussi la parole aux gens, je voulais revenir sur le corps en fait. C'est aussi que tu parlais de nommer les oppressions et tout ça, en fait dans le corps, par exemple il y a un truc là, si on regarde, les femmes croisent leurs jambes. Et ça, c'est un truc qui est mauvais pour la santé, en fait, de base. Moi, j'apprends ça avec ma kiné, parce que j'ai un problème de lombaire en ce moment, mais surtout, croise pas les jambes, tu vois. Par exemple, comme j'ai amené, donc, parmi les outils, et pour prendre conscience des oppressions à l'école, moi, j'utilise la non-mixité. C'est plein de débats que j'ai pas envie d'avoir aujourd'hui, mais juste pour vous dire, les gamines donc, de primaire que j'avais en quartier populaire, là, de 6 à 10 ans, tous les lundis soirs, on se retrouvait, et ça s'appelait autodéfense et boxe. Bon, j'avais fait pour obtenir, parce que ma hiérarchie m'avait refusé en disant la non-mixité c'est interdit à l'école. J'ai dit ok, mais quand vous faites danse et foot et que c'est non-mix de fait, vous dites rien. Donc là c'est parce qu'il faut pas nommer, il y a des choses qu'il faut pas nommer certaines fois. Donc voilà. Et les gamines qui me disent mais Cress, mais pourquoi on n'est que des filles ? Première chose, du coup voilà. Donc là on commence à discuter, puis il y en a qui disent des choses en fait sur ça. Et quand on apprend un peu l'autodéfense, les situations, elles prennent conscience de plein de choses en fait. Après j'ai plein d'anecdotes d'école et tout ça, mais juste puisque là je veux pas avoir le temps, je voulais juste revenir sur le dernier truc. Ah oui, quand on donne la parole aux enfants, les choses sortent. Donc le conseil d'élèves, je sais pas si vous voyez ce que c'est. En gros, le conseil, ça donne la parole aux enfants dans les classes, et là c'est dans l'école. Donc il y a 2 élèves de chaque classe, et c'est moi qui anime le conseil. Et chaque année, ça revient toujours de les garçons nous passent pas la balle. Du coup, là, il y a une élève de ma classe de CP qui dit on n'a qu'à faire 1 balle pour les filles, 1 balle pour les garçons. Et là, il y a mon autre collègue qui dit non, surtout pas, on va pas en arriver là. Mais en fait, ça fait depuis. Moi, j'étais en sciences d'éducation et sociologie. C'était en 85, je crois, Claude Zeidman, qui dit qu'en fait, si la mixité qui a été proclamée du jour au lendemain n'a pas été réfléchie, elle favorisera toujours la domination masculine. Et c'est ce qui se passe. Sauf que les collègues veulent pas avoir ça en face, parce que quand vous commencez à être dans une éducation égalitaire, ce que j'ai fait dans ma classe, les garçons, ils foutent le bordel. Ils sont pas habitués à pas être traités de façon supérieure, dominante. Donc voilà, après, ça pose plein de questions. Il faut avoir du courage, il faut avoir plein de choses. Et merci de partager aussi vos témoignages. Je voulais juste, bonjour, je suis comédienne et j'interviens aussi dans le temps scolaire avec le théâtre. Je me suis retrouvée face à une situation qui est intéressante et qui interroge l'affirmation de la parole politique, j'imagine ministérielle,
au niveau des enseignants pour autoriser le corps enseignant à travailler plus ouvertement sur ces questions-là, sur un projet qui s'appelle le projet Théa, qui est un projet national où on choisit un auteur nationalement, puis on va essayer de travailler avec les enfants sur la mise en scène. On a proposé tout un corpus de textes dans une école, donc réunion d'enseignants, ils avaient lu les textes, etc. Et parmi eux, il y avait de Dominique Richard, Hubert au miroir. Donc Dominique Richard, voilà, qui est connu et qui travaille de magnifiques sujets de théâtre. Et Hubert, dans une des histoires, s'interroge si son amitié pour notre petit garçon est de l'amitié ou si c'est plus fort ou à quel niveau, où est-ce qu'il met le curseur, comment ça se fait qu'il a tout le temps envie d'être avec lui en sortant de l'école et puis pendant, etc. C'est très beau, c'est magnifiquement écrit, c'est très fin, voilà. Aucun des enseignants ne choisit ce texte. Et quand j'interroge, je dis mais pourquoi vous n'avez pas choisi ce texte ? Je trouve que c'est une des histoires les plus belles qu'il puisse y avoir. Et la réponse c'est oui, bon, mais parce que voilà, avec l'histoire d'Hubert, là, on ne sait pas trop. Ils sont un peu jeunes. Bon, on était dans les CE, CM1, voilà. Mais j'ai questionné, j'ai dit jeune pourquoi ? Et en fait, la réponse était pour mettre des idées comme ça dans la tête des enfants si jeunes. Et j'ai insisté, j'ai dit réfléchissez vraiment parce que là c'est très grave, quoi. C'est vraiment très embêtant ce qui se passe. Et en creusant un petit peu, j'ai bien compris que individuellement ces enseignants et certainement à la maison n'auraient pas eu de problème à traiter cette question du sentiment amoureux, de l'homosexualité, etc. Par contre, ils se trouvaient avec que vont dire les parents. Parce que tant que ça reste dans le sein de la classe, j'imagine que cette éducation peut se faire, ces discours peuvent se faire. Mais au théâtre, il va y avoir une représentation, il va y avoir une affirmation, il va y avoir l'affirmation d'un choix de classe, d'un choix d'enseignant. Et donc, comment l'enseignant va pouvoir justifier auprès des parents ce choix-là, en fait. Et je crois que là, il manque une autorisation et même une invitation claire et nette à ce que ça fasse partie, évidemment, de ce qui est enseigné, et quitte à mettre certains parents d'élèves en difficulté et quitte à provoquer les débats. Alors moi, j'ai dit, mais moi, je veux bien rencontrer des parents avant de faire le projet, si vous voulez. J'expliquerai. Oui, il faudra y penser. Bon, ça s'est jamais fait. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais juste dire une chose, c'est que je pense que les parents ont bon dos. Je pense qu'il y a un véritable terrorisme institutionnel sur cette question-là. Parce que moi qui suis beaucoup les questions d'éducation à la sexualité, notre président lui-même a dit, contrairement au principe de l'éducation à la sexualité tel qu'institué par le ministère de l'Éducation, que les questions de genre et les questions d'orientation sexuelle avant le collège, c'était un peu tôt. Et c'est quelque chose, en fait, je pense, qui nous fait peur à toutes et à tous. Ne nommez pas cela. Alors qu'Aurélia nous dit elle-même qu'on dit à des gamins de 3 ans qui vont se marier quand c'est un garçon et une fille et qui s'aiment bien, mais à des enfants de CE1, CE2, CM1, CM2, qui, quand vous parlez à des personnes qui ont une orientation sexuelle non hétérosexuelle, enfin, ils le savent déjà, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le nommer auprès d'eux ? Par ailleurs, les familles homoparentales, homosexuelles existent déjà et elles font partie aussi de la réalité des écoles, mais il y a cet écran, cet homme de paille qu'on nous brandit à chaque fois. Oui, puis je pense que Audrey, tu pourras le confirmer, mais la lutte contre les discriminations, notamment sexuelles, est au programme de l'éducation civique et morale à partir du cycle 3, si je dis pas de bêtises, jusqu'au collège et au lycée. Donc les enseignants et enseignantes ont en charge d'en parler, en fait. Et il et elle n'ont pas forcément la possibilité de le faire, mais pas parce il et elle n'osent pas, c'est parce qu'il y a un interdit. En fait, c'est dès le CP qu'on commence l'éducation affective et sexuelle normalement, justement en leur montrant, par exemple, avec la littérature jeunesse, d'autres types de familles, comme celle que tu viens de nommer. Enfin voilà, et puis nous on parle en conseil d'enfants avec des enfants de 6 ans de c'est quoi l'amitié, c'est quoi l'amour. Parce qu'il y a déjà des problèmes qui surgissent de ouais, j'ai plus de copains, j'ai plus de copines, voilà, ah bah pourquoi, qu'est-ce que t'as fait, ah ouais. Et en fait tout ça, le travail sur les émotions notamment, enfin voilà, sur les habiletés sociales, qui est très nouveau à l'école et personne n'est formé, hein, mais bon voilà, moi c'est quelque chose qui m'a tellement manqué dans mon éducation que je suis allée un peu chercher ça.
il y a beaucoup de boulot, mais pour moi, la plupart des collègues qui ne font pas cette éducation-là, en effet, disent souvent que c'est par rapport aux parents, mais la plupart du temps, c'est par rapport à eux-mêmes, parce qu'ils et elles n'ont pas déconstruit plein de choses et qui sont dans ces normes binaires d'injonction à l'hétéronormativité et qu'ils n'y ont pas réfléchi. Et ce qui est difficile quand on fait de la formation, du coup, avec les collègues, c'est qu'ils disent « Ah ouais, mais en fait, moi, je suis binaire ou je suis sexiste. » Enfin voilà, ça les remet en question, eux et elles-mêmes, dans leur vie, dans leurs choix, dans leurs normes. Et ça, c'est difficile à avoir en face. Donc, bien sûr, on n'a aucun soutien, ni légitimité, ni autorisation à enseigner en tenant compte de cette question par rapport au ministère, quoi. Depuis la Manif pour tous, en fait, on est bloqué dans plein d'actions, quoi. En 2013, quand j'étais à cette mission égalité filles-garçons, on nous a demandé d'enlever le terme genre de toutes nos communications. Je suis rentrée chez moi, je me suis dit, oh, je risque lundi matin d'avoir des parents qui viennent me voir par rapport à... Donc oui, effectivement, il y a une pression qu'on peut se mettre sur ce qu'on peut dire par rapport au ressenti des parents. Et c'est pas forcément une pression d'en haut, moi, je dirais. Et je voulais aussi dire que voilà, il y a des enseignants qui font plein de choses. Donc, faut pas seulement dire que les enseignants sont réfractaires aux choses. Voilà. Mais il y a cette pression qu'on peut éventuellement se mettre par rapport au vécu des familles. Et puis, ils sont jeunes et ils entendent plein de choses et ils comprennent plein de choses. Donc, c'est important de leur parler de tout ça. Mais aussi de faire attention de ne pas monter les hommes contre les femmes et plutôt apaiser les climats. Parce que je trouve que dans tous ces discours, on a plutôt tendance à montrer du doigt les hommes ou les garçons ou les parents, enfin accessoirement, moi je suis mère de 3 enfants et des fois je culpabilise quand je vois des messages du style éduquez vos garçons parce que je trouve ça hyper culpabilisant parce qu'on se dit mince, est-ce que on éduque mal nos enfants quelque part ou on doit tout faire, enfin voilà, je trouve que voilà, faut faire attention aussi à tous ces discours qui ont le mérite d'être là, mais pas non plus se monter les uns contre les autres, quoi. D'essayer d'apaiser les choses. Enfin, bon. Mais moi, je ne crois pas que ce soit monter les uns les unes contre les autres. Au contraire, je crois que c'est se rendre compte que, et je crois que c'est Aurélia ou Cédric qui a commencé comme ça, que si on en est encore là aujourd'hui dans un système éminemment sexiste, extrêmement violent, c'est qu'on n'a pas fait le job en fait avant. C'est que les générations avant nous n'ont pas fait le job. Et donc il y a un concept vachement intéressant de cette... j'entends vraiment ce que vous dites sur le truc de la culpabilité. Mais en fait, parfois, la culpabilité, c'est salvateur. C'est aussi cet endroit où on se dit, qu'est-ce qu'on fait de cette culpabilité-là ? Ça ne veut pas dire que c'est nous qui portons tout sur nos épaules. Ça veut dire juste qu'on a des leviers d'action et que pour peu qu'on en ait un peu et qu'on ait conscience de ces possibilités de transformation, aussi infimes soient-elles, il faut y aller. Je rebondis juste sur cette notion aussi des projets artistiques faits dans des écoles pour en faire beaucoup et depuis une vingtaine d'années. Et pour amener les questions féministes dans les écoles, il y a un truc très pratique. Quand vous êtes enseignant, Armand, tu pourras en témoigner. Donc, je mène avec Armand un projet en REP+, aussi, cette année, sur la chambre d'eau, où je viens poser clairement la notion des filles-garçons, de la naissance, de la construction genrée, de la liberté, etc. Et c'est super pratique de pouvoir dire c'est de la faute de l'artiste quand les parents viennent nous voir. Donc faites des projets avec des artistes. Comme ça, on dit c'est la faute de l'artiste aux parents. Et c'est génial, ça marche bien. Vous le faites régulièrement avec Guillaume. Moi, je voulais juste dire une chose avant de passer la parole. D'une part, je parlais tout à l'heure de terrorisme institutionnel et je pense que aussi le fait que les enseignants vous vous sentiez si vulnérables, c'est aussi que l'institution protège peu, en fait. Quand vous vous mouillez, enfin, c'est tout seul que vous vous défendez. Donc ça me paraissait important. Et puis l'autre chose que je voulais dire, et c'est aussi par rapport à ce qui a été dit avant, mais c'est qu'un point de vue, et c'est le mien peut-être parce que j'ai beaucoup milité, beaucoup nommé l'oppression, beaucoup machin, et que ça devient plombant à la longue, c'est que je trouve qu'il y a un équilibre aussi à faire. Ça revient aussi sur ce que tu disais sur la banalisation, avec une approche peut-être plus joyeuse, plus empathique, plus sympathique aussi du militantisme. C'est-à-dire que si je te dis éduque ton enfant, c'est parce que je t'aime bien et que je sais que tu es incapable. C'est pas parce que je pense que tu es nul. Je sais pas que je tutoie, mais c'est aussi parce que et d'avoir cette capacité aussi de montrer aux personnes qui nous entourent que malgré tout nos grands principes, on est quand même haut. On est humain en fait. On fait de notre mieux. L'autre chose qui est chouette aussi dans les sentiments, c'est d'être dans les choses aussi le possible de la joie d'une autre société. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai l'impression qui nous manque un peu, c'est le muscle de l'imagination de ce que ça serait une société où on ferait ce qu'on veut,
de notre genre, de notre derrière, pardonnez-moi, hein, et de vraiment d'avoir cette possibilité-là. Et c'est vrai que quand on parle d'enfants, on a aussi un peu envie de leur raconter cette vie, ce possible-là. Et donc d'être dans quelque chose de peut-être un petit peu plus joyeux, et notamment quand vous parliez de clivage filles-garçons, de se dire que aussi, en fait, c'est aussi d'ouvrir la possibilité aux hommes d'être vraiment, d'avoir des sentiments qui sont entendus, qu'on leur projette pas toujours, en fait, la force, le truc un peu... Et pareil aussi aux filles d'être capables d'être dans un monde où, en fait, quand elles disent non, là, vraiment non, ça soit pas... Ah, mais vraiment, tu ne penses pas que... Et puis, l'injonction aux soins, l'injonction à la maternité, le machin, que ce soit ton gamin ou pas, il faut que tu aies un amour infini pour lui, elle. Mais je voulais passer peut-être le micro et puis... Merci. Je voulais déjà vous remercier parce que j'avais un peu peur en venant à cette table ronde que ça soit très... élitiste et fermé, alors qu'en fait il y a des initiatives publiques que vous évoquez, des gens qui sont restés dans l'enseignement, c'est génial aussi parce que on a vraiment envie d'en sortir souvent et franchement bravo et merci. Et puis pour toutes les initiatives que vous pouvez mener dans des situations de tous les jours et de tout le monde en fait, donc vraiment merci. Je vais peut-être aussi vous remercier pour avoir évoqué, madame, le fait qu'effectivement, il faut enseigner le système patriarcal comme étant une notion qui existe et qui est quand même un peu centrale, c'est sûr. Mais cela étant, moi, je veux un peu me mettre à dos, justement, les hommes, peut-être, mais je trouve qu'en fait, ils foutent rien. Parce qu'en fait, là, tout ce qu'on vient d'évoquer, le fait d'éduquer les enfants, si on s'éduque soi-même, aller chercher sur Internet, taper sur Google nos petites questions d'éducation non genrée, tout ça, c'est nous qui le faisons, en fait, pendant des plombes. Et j'ai religieusement écouté votre podcast pendant ma première grossesse, Monsieur Rothstein. Et en fait, tous les hommes qui sont interviewés se vantent de leur paternité moderne et les femmes s'excusent de pas faire assez, en fait. Dans tous vos interviews, c'est comme ça que ça se passe. Et je me dis, en fait, le boulot, il est pas du tout fait. Et tant que ça sera pas tout le monde qui fera le boulot de s'éduquer soi-même à ces questions d'éducation à être, parce que bien sûr, faut autoriser les hommes à pleurer. Mais si déjà ils faisaient du taf, ce serait cool, en fait. Enfin, et c'est vraiment important, quoi, parce que, et puis dans l'éducation, ça se ressent aussi, parce que qui dans l'enseignement ici prend en charge ces problématiques, ces questions, les soulève avec nos petites épaules musclées, certes, mais quand même, il n'y a pas grand monde dans l'enseignement qui fait le taf. Et c'est toujours les mêmes, et les mêmes, c'est épicène, mais c'est les mêmes femmes, quoi. Donc voilà. Du coup, moi, je suis enseignante aussi. Il y en a beaucoup un samedi matin, et j'enseigne les maths. Et moi, mon prochain but, c'est pas grand-chose. Encore une fois, je vais pas enseigner le patriarcat dans tout son système, voilà. Mais mon but, c'est de faire en sorte que mes collègues hommes fassent des exercices sur comment ça marche le cycle féminin, comment ça marche les règles. Est-ce que Cynthia va pouvoir prendre ses protections périodiques ou pas pour partir en week-end, enfin voilà, et que les mecs, en fait, les hommes profs de maths, gros bourrins là, puissent enseigner. Donc mon but est de faire un listing, j'en appelle à toutes les compétences d'ailleurs, d'exercices basés sur le corps en général et sur le corps féminin en particulier aussi, pour que ça soit quelque chose qui soit devenu justement plus neutre et que en fait les règles ça fasse pas bondir tout le monde. J'étais quand même à un forum de l'association Femmes et Mathématiques, et quand j'ai évoqué cette question-là de faire parler des règles en cours de maths et pas que en cours d'SVT en classe de 4e et point barre, parce que clairement les règles on les a dans notre corps, donc en fait on nous a jamais dit que les maths c'était nous, en fait. On nous l'a jamais dit, hein. Alors qu'en fait on les incarne, mais en fait j'ai même fait bondir les femmes de l'association. C'était trop tabou, en fait, comme les questions de genre et d'hétéronormativité. Mais je pense qu'il y a quand même un gros boulot à faire. On redescend un peu et on se met au boulot chez les mecs, clairement. Voilà. Que ce soit les hommes et les pères, quoi. Alors merci pour cette intervention et question qui est éminemment tellement importante et pertinente. Merci beaucoup. Elle me fait d'ailleurs revenir aussi sur la question précédente où on a évoqué la phrase éduquez vos garçons. Éduquez vos garçons, concrètement, dans la société, cette phrase s'adresse aux mères. Je veux dire, faut dire les choses. Donc déjà, il y a ça. Et en fait, je trouve que c'est tout ce qui fait la complexité du sujet. Alors je vais revenir sur ce côté qui concerne mon podcast. Je vous rejoins. Je pense qu'à part Thomas Messias,
Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu comme ça. Et je vous avoue que c'est un côté qui m'agace un peu, dont je parle souvent. Je parle souvent de ce que j'ai nommé le dad blessing, qui est la sacralisation des pères. C'est vrai que c'est génial. Dès qu'on fait un truc, dès qu'on change une couche, on faut nous applaudir, on est des héros. Et on est des mecs incroyables. Et à l'opposition de ça, on a le mom shaming, où les femmes, quoi qu'elles fassent, de toute façon, c'est jamais assez bien. C'est quelque chose que j'ai plus travaillé dans mon livre, qui s'adresse, tu vas être papa, justement aux darons qui sont jamais posé la question, qui ont jamais réfléchi à la question, pour les amener tranquillement, doucement, tout en douceur, sans dire le mot. Oui, mais il faut. Et mais j'entends, parce que non seulement la charge éducative dont on parle quand on dit éduquer vos garçons, elle s'adresse aux mères, c'est relou, zéro débat là-dessus. Et en plus, quand on parle d'éduquer les pères, généralement, on va expliquer aux mères qu'il faut qu'elles éduquent les pères. Donc, moi, je n'ose même pas imaginer à quel point ça doit vraiment vous saouler. J'aurais certainement pas la prétention de dire ça maintenant. Et c'est quelque chose qui m'agace profondément. C'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup échangé, notamment avec d'autres pères qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, qui se prennent en photo, ceci, cela. Et je vous avoue que je pense qu'il faut continuer à travailler ça, mais je vous avoue que j'ai un peu à contre-cœur admis que ces représentations-là ont leur place dans le chemin. Je m'explique. Oui, c'est chiant, et c'est ultra chiant qu'un père se fasse applaudir parce qu'il ait changé une couche, alors que c'est quand même la daronne qui s'est tapé des semaines avant que la naissance de bébé à regarder quelle couche on allait prendre, quelle était la composition, celle qui achète le niement, ceci, cela. C'est ultra chiant quand on va au parc et qu'on voit les pères qui sont avec leurs enfants et qu'ils ouvrent le sac et qu'ils font « Alors, voyons voir qu'est-ce que maman nous a préparé ». C'est ultra chiant. Mais j'entends aussi que ce soit chiant qu'un père se fasse applaudir parce qu'il quitte son open space à 17h. Déjà, tous les pères peuvent pas faire ça. Ça, c'est une autre question qui est très classiste, mais bon, c'est pas le sujet. Et il se fait applaudir, ceci, cela. Mais en même temps, il y a des pères qui ne le font pas du tout. Et le fait qu'ils aient ces représentations-là va les amener petit à petit. Et en fait, j'ai l'impression que c'est toujours le même sujet avec d'autres combats féministes et d'autres combats du genre, c'est que ça va pas assez vite. Et moi, c'est facile de vous dire, on fait de notre mieux parce que je suis un homme blanc, hétéro, cisgenre et que je suis pétri dans mes privilèges. Et j'entends que ça aille pas assez vite. J'ai pas la solution idéale, je sais pas si elle existe, je sais pas si on pourra la trouver. Faut avancer. Et je pense qu'il faut s'y prendre à la base. Et je pense que, justement, pour répondre au sujet classiste aussi, on doit avoir au-delà, d'un côté, on doit... Alors je vais parler avec mots, je suis désolé, ça va être un peu vulgaire, désolé jeune fille. Il faut que les pères se sortent les doigts du cul, concrètement, enfin, faut y aller. Et en même temps, il faut que les sujets sociaux et politiques, les institutions prennent leur part. Un congé paternité de 28 jours, avec juste 7 jours obligatoires, c'est pas ça qui va amener les pères, autres que les pères qui sont dans une certaine classe sociale, avec un certain niveau culturel et intellectuel, à faire quelque chose. Moi, je pense au daron qui est sur le chantier, qui est maçon, mon voisin, qui est maçon dans une petite PME de 3-4 personnes, c'est pas la même histoire que le gars qui est dans un comex en open space et qui est cadre dirigeant. Vous voyez ? Donc il y a tout ça qui est à prendre en compte. Et derrière ça, il y a la souffrance des femmes, il y a la souffrance des mères. Et je comprends que ça soit insupportable, quoi. Vraiment. Enfin, je voulais juste vous dire ça. On a 2 micros entre 4 mains. Donc on va peut-être prendre ces 2 dernières questions et puis conclure, si ça vous va, madame. Moi, je voulais juste te dire que j'étais totalement d'accord avec ce que la dame là a dit. Faut que les hommes bossent, effectivement, parce que nous, je suis enseignante aussi, on aura beau faire ce qu'on veut, lire des livres, un tas de choses. Un enfant, l'identification au modèle parental sera prédominante par rapport à tout ce qu'on peut essayer de faire au niveau éducatif, Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et moi, mes enfants ont 34 et 35 ans, donc sont grands. Mais toutes les femmes avec qui je discute, qui ont des enfants jeunes, je n'en connais aucune qui ne se plaint pas du manque d'investissement de son mari. C'est grave. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites et pour terminer ma réponse à madame en même temps, il y a quelque chose de très très important qu'il faut comprendre et qui tient justement en compte la construction de l'enfant. Je citais mon ami André Stern qui explique de manière relativement simplifiée mais tellement pertinente le sujet de l'éducation, c'est nos enfants deviennent principalement 2 choses, telles que nous les voyons et telles qu'ils nous voient. Et en fait aujourd'hui on a tendance à beaucoup dire dans l'éducation non-genrée, oui alors le petit garçon va passer le balai, ceci, cela, mais il devient aussi tel qu'il nous voit. Et c'est là où votre message est extrêmement important, c'est que si on peut expliquer ça à nos garçons, à nos filles, tout ce qu'on veut, si à un moment le daron se lève pas de la table pour débarrasser, sort pas du canapé à l'instar de papa de petit ours brun pour aller passer le balai, aller cuisiner, ça ne marchera pas. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que du coup l'énergie déployée par toutes ces femmes et toutes ces mères sera, je l'espère, pas vaine, mais en tout cas le travail sera en effet beaucoup moins efficace. Donc en effet il faut en passer par là, il faut se sortir les doigts, quoi. Moi, je trouve ça très difficile d'être douce, en fait. J'en ai un peu marre d'être douce.
J'ai 3 garçons. Là, c'est des ados maintenant. Ils sont bien dans leur posture de mâle. Il y en a un, il s'appelle le mâle alpha. Alors, j'ai certainement fait des choses pour que ça arrive. Et c'est fatigant d'être douce. On prend soin de nos parents, on prend soin de nos enfants, on prend soin de notre conjoint, on prend soin de tout le monde. On en a marre. Et puis au boulot, c'est pareil, faut prendre soin des collègues aussi, des collègues hommes. Moi, je sais par cœur qui prend du sucre, combien de sucre ils en prennent, s'ils prennent une touillette, ceux qui grossissent ou pas. Voilà, on en a marre d'être douce. On aimerait, moi, j'ai pas envie de rentrer dans la violence avec les hommes. J'ai juste envie qu'on se mette sur le même pied d'égalité, qu'eux aussi ils aient envie de cette douceur pour nous, parce que je la vois pas en fait, cette douceur. Je vois juste de la domination, mais je vois pas cette douceur qu'ils ont envie. Ça me fait beaucoup de peine. Moi, il y a un de mes fils, il me poussait à bout. J'ai pris son portable et je l'ai envoyé contre un mur. Et quand j'ai appelé mon ex-mari, il m'a dit non mais tu te rends compte de ce que t'as fait, non mais c'est complètement con, comment tu peux faire un truc pareil, tu sais combien ça va coûter de le remplacer. 2 semaines après, il défonçait la porte du placard parce que son fils voulait pas sortir de la salle de bain. C'est difficile quoi, j'en ai marre moi de ça. Alors moi je suis tout à fait d'accord, je rejoins Élise. Bon, moi j'ai un grand garçon de 30 ans, mais c'est pas, je me positionne pas là en tant que mère, mais ce que vous dites là, il faut parler gentiment aux garçons. Je vais vous donner un exemple. Moi, je cours tous les dimanches depuis longtemps. Il y a un petit garçon qui a failli me renverser en vélo parce qu'il regardait pas et qu'il en avait rien à faire. Et je lui ai crié dessus parce que si moi, j'avais pas relevé la tête à ce moment-là, je me le mangeais avec son grand vélo et j'ai commencé à l'enguirlander. Et il m'a dit mais t'as vu comment tu me parles ? Parle-moi doucement. Et ça, c'est un grand classique. Les garçons ne supportent pas quand on leur crie dessus, quand ils ont commis des actes qu'ils ne devaient pas avoir. Donc ce que vous dites là, vous relayez encore ces choses-là. C'est-à-dire que le garçon ne supporte pas une certaine hauteur de ton, et surtout quand ça vient d'une femme. Donc ça, il faut peut-être revoir. Et puis une petite parenthèse quand même, c'est que moi je suis très admirative de toutes ces femmes qui sont des super modèles d'identification pour les femmes. Mais vous êtes le seul, monsieur, à avoir dit que vous aviez été fier de ce que vous avez fait. Pour moi aussi, Aurélia, tu le dis dans ton livre à un moment donné, mais c'est genre en France, en fait, il n'y a aucun modèle de mec féministe auquel s'identifier, et ça, c'est hyper important aussi, je pense. Si tu veux dire un mot là-dessus. Puis je trouve qu'il y a une forme de dissonance un petit peu peut-être masculine. Il y a un sondage de 2019, pour ce que ça vaut, ça n'est qu'un sondage, mais qui révélait que quasiment un homme sur 2 et un père sur 2 aujourd'hui se dit féministe. Donc on se dit mais c'est formidable. Du coup on est arrivé au bout du chemin. Et pour autant, quand on regarde les statistiques de l'INSEE qui sont désespérément stables, on a toujours 62% du travail parental qui est effectué par les femmes, les 3/4 des tâches domestiques par les hommes. Alors, l'étude date de 2010, peut-être y a-t-il eu une révolution depuis 13 ans, mais manifestement non. Donc moi, c'est vrai que j'ai quand même une vraie question et revient toujours la question de comment embarquer les hommes dans ce combat, parce qu'en fait, à un moment donné, s'il n'y a pas des hommes qui proposent des modèles, des hommes qui sont en position de décideurs, qui décident que les règles de la parentalité en entreprise, par exemple, toutes ces choses auxquelles on se frotte doivent changer, nous, on finit par hurler dans le désert. Donc moi, c'est vrai que souvent, ironiquement, je dis, mais c'est formidable que la moitié des hommes se disent féministes. Moi, j'ai envie de leur ouvrir grand les bras. Et souvent, on nous dit, mais les hommes ont-ils leur place dans le féminisme? Comment doivent-ils s'appeler? Je crois que là, en fait, ils ont un énorme chantier qui s'ouvre à eux. Par exemple, où sont les manifestations de pères pour un congé paternité plus long ou un congé parental? Donc pour moi, ça pose aussi des vraies questions. Et là, qui se posent pas nécessairement aux garçons, mais aux hommes et aux pères particulièrement. Donc j'entends la nécessité. Je crois même que c'est fondamental si on veut en fait arriver à des résultats, que des hommes s'engagent. La question de pourquoi ne s'engagent-ils pas? Moi, je ne crois pas que ce soit parce qu'on ne leur parle pas assez gentiment. Parfois, c'est vrai, ça arrive. Parce que quand on est victime de violences, de sexisme, en fait, ça devient compliqué, en fait, à un moment donné, de s'adresser gentiment. Néanmoins, il y a plein d'espaces où les hommes sont les bienvenus, et je pense qu'ils ne viennent pas, soit parce qu'ils pensent qu'ils n'y ont pas leur place, soit tout simplement parce que ça ne les intéresse pas. Il suffit de voir le nombre de personnes, les pourcentages des gens qui écoutent les podcasts dédiés à ces questions, qui achètent les livres. Et encore, aujourd'hui, il y a des messieurs dans la salle, et c'est très chouette quand même, je crois que c'est important. Mais on a envie de dire, ramenez vos copains à
la prochaine fois et ce sera encore mieux. Mais voilà, je crois qu'il y a et je rejoins Madame ce que vous disiez, cette injonction à la douceur, en fait, à un moment donné, elle est étouffante. Je trouve, parce qu'on a affaire à des choses violentes quotidiennement, quasiment, à des degrés divers, et en plus, on s'entend dire qu'il faudrait rétorquer, mais avec douceur et le sourire. Et je voudrais faire peut-être un point de synthèse entre beaucoup de choses qui ont été dites, c'est-à-dire que tout à l'heure, vous parliez de la culpabilité. Hein. On se sent coupable de ne pas en faire assez, de ne pas faire parfaitement, etc. Et j'ai envie d'utiliser un slogan féministe du moment, peut-être appliqué à ce qu'on se disait là, c'est-à-dire que la honte doit changer de camp. En fait, la honte de ne pas lever son cul du canapé doit changer de camp. La culpabilité dans laquelle on se morfond souvent, en tant que meuf parent, mais en tant que meuf en général, en fait, doit changer de camp. Et je me demandais si, dans ce que je disais tout à l'heure, il y avait quelque chose à compléter, c'est-à-dire que l'éducation aux sentiments, passer par les sentiments, c'est aussi passer par les sentiments négatifs. C'est-à-dire, avoir un enfant garçon qui ne fait pas, il doit avoir aussi honte qu'une fille. Et je pense qu'on n'examine pas assez souvent ce qu'on fait en matière d'injonction à une norme, de faire des choses et la honte comme outil éducatif en disant « tu devrais faire ça quand même ». Pourquoi? Est-ce qu'on le fait réellement de façon égalitaire? C'est peut-être une des questions que m'a évoqué votre témoignage. Merci beaucoup de vraiment, ça m'a beaucoup émue parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir des expériences similaires. Et effectivement, merde quoi, aie honte. Aie honte si tu fais pas les choses comme il faut et aie le droit d'être en colère quand les choses ne sont pas faites correctement. Vous lancez un téléphone, il défonce une porte, mais enfin, je pense qu'on est à peu près sur le même niveau. C'était super. Je ne sais pas quoi dire d'autre que c'était super. J'ai l'impression que beaucoup de choses ont été dites. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent un mot de la fin? Moi, je voulais juste, parce que finalement, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais si j'ai arrêté de militer dans les groupes féministes et que je suis devenue entraîneuse de boxe, c'était pour ça, en fait, parce que dans le corps, juste une femme qui met un coup de poing, ça change tout. Je vais me permettre un petit ajout. Vous l'avez entendu à la fin des questions-réponses. C'était un petit peu tendu pour moi. C'était pas évident. En toute transparence, j'ai réécouté dans le train. Il y a de la souffrance, il y a de la colère et j'ai vraiment eu le sentiment que ça s'était cristallisé. J'étais le seul homme présent sur la scène et en plus je répondais. Donc voilà, il y a des choses qui sont cristallisées un petit peu et je comprends totalement que ça arrive. Que dire si ce n'est que cette souffrance ne devrait pas être là, que ça ne devrait pas arriver et qu'il faut continuer à œuvrer ensemble pour que ça s'arrête. Il y a un élément sur lequel je voulais revenir, vous livrer ma réflexion, c'est le moment où je suis interpellé, invectivé sur le fait que j'ai dit que j'étais fier de ce que je faisais en introduction et que j'étais le seul à l'avoir fait parmi les personnes présentes. Alors, j'ai pas eu l'occasion de répondre directement, je l'ai fait ensuite en off avec différentes personnes et il se trouve qu'ensuite j'ai fait un sondage sur Instagram qui était très intéressant. C'est que moi j'entends que je dis que je suis fier de ce que je fais, et parce que je le suis. Je suis fier de ce que je fais, je suis fier de ce que nous faisons. Je suis fier de ce que nous faisons, des actions qu'on arrive à mener ensemble, tous et toutes ensemble, et je pense qu'on a le droit de le dire. Néanmoins, je pense aussi qu'en effet, il faut entendre qu'il y a peut-être chez les hommes, dans la construction masculine, une certaine facilité parfois à être fier de soi. Mais moi, ce qui me chagrine, en fait, c'est que je suis entouré de femmes brillantes autour de la table, pour avoir du coup échangé directement sur le sujet avec certaines d'entre elles. Il y a aussi le fait de ne pas oser dire qu'on est fier de ce qu'on fait. Et ça, c'est clairement de la construction aussi des petites filles, de la construction dite féminine. Et je pense qu'on peut travailler ça. Je pense que nos filles devraient avoir le droit de dire quand elles sont fières de ce qu'elles font. Comme nos garçons, par ailleurs. Je pense que c'est vraiment important. Et aujourd'hui, en tout cas, quand j'interroge la communauté et que j'entends d'autres personnes en parler, c'est pas quelque chose qui est facile dans les constructions des femmes. Et je pense qu'on devrait aider à dire qu'on est fier au lieu de condamner les moments où ça peut arriver. J'entends que ça peut être aussi une certaine humilité. Ok, mais en fait, dire qu'on est fier de soi, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien l'estime de soi, ça motive et ça peut engager aussi d'autres personnes à le dire. Et en fait, c'est un mouvement qui est très positif. Et j'entends que ce soit un élément de construction masculine, mais je voulais juste préciser que tout n'est pas à jeter dans la construction masculine, contrairement à ce qui m'a été répété en off. Non, moi je pense que tout n'est pas jeté dans la construction masculine. Ça n'a jamais été ma position, ça ne l'est pas et ça ne le sera
jamais. Merci de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.